Merci d'être avec nous. Le Proche-Orient et le monde entier sont suspendus à ce qui va sortir à la fois de la Maison-Blanche et du cabinet de guerre israélien. Donald Trump et Benjamin Netanyahu se sont parlé au téléphone. Ils sont les deux acteurs majeurs de la guerre contre l'Iran et les signaux se multiplient en ce sens. On va voir les signaux y compris militaires. Lisons ce que dit Trump très exactement ce soir quand il dit « L'horloge tourne à l'égard de l'Iran. Pour l'Iran, l'heure tourne et ils ont intérêt à agir vite, sinon il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté. » Général Yakovlev, vous êtes avec nous. Trump joue un rôle décisif. Netanyahou joue un rôle décisif. Il était tout à l'heure. Alors d'abord, ils se sont parlé au téléphone. Ensuite, il était au cabinet de guerre réuni autour de lui. Oui, il semblerait, enfin, je suis convaincu que Netanyahou met une pression d'enfer sur Trump. Parce que, quitte à se tromper, autant le faire à deux. Et comme on l'a déjà fait, autant recommencer. Donc ils sont dans cette logique de on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire pour s'en sortir. Tout ce qu'on sait faire, c'est cogner. Alors on tape. Voilà. Est-ce que ça va marcher ou pas cette nuit? Je ne sais pas. Isaac Barchicha, la fuite en avant, dit le général Yakovlev. C'est sûr que quand on entend le général Yakovlev, je comprends mieux pourquoi les États-Unis veulent s'échapper de l'OTAN. Puisque votre vision du monde est parfois assez simpliste et binaire, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus complexe. Et effectivement, Trump a voulu tendre la main aux Iraniens. On voit que ils y vont. Un jour, ils attaquent une centrale nucléaire à côté. Un jour, ils attaquent des petits pays par-ci par-là. Ils testent et ils sont pas prêts en fait à négocier. Ce que Trump disait depuis très longtemps, mais sous la demande des Pakistanais depuis le 8 avril, il y a eu un cessez-le-feu. Si ce cessez-le-feu aboutit dans les prochaines heures, tant mieux. Sinon, il adviendra ce qu'il adviendra au régime iranien. Oui, effectivement, je suis un peu binaire par rapport à Trump, dont la subtilité stratégique est impressionnante. Mais mis à part ça, Trump, quand il dit que les Iraniens ne négocient pas, mais lui ne négocie pas. Le premier à ne pas négocier, c'est Trump. Quand il dit à tout le monde « j'ai lu la première ligne, ça m'a pas plu, j'ai mis à la poubelle », ça veut dire « je ne négocie pas ». Comment peut-il en vouloir aux Iraniens de ne pas vouloir négocier alors que lui-même dit ouvertement « je lis la première ligne et je mets à la poubelle ». Donc comment on négocie avec des gens qui détiennent la bombe nucléaire ? C'est le potentiel. Les Américains face aux Iraniens, c'est ce qui aujourd'hui se joue, puisque pendant des mois, on a supposé ici qu'on ne connaissait pas, enfin, vous ne connaissez pas les objectifs de guerre de Donald Trump. On le sait depuis maintenant quelques semaines, qu'il s'agit bien des 440 kilos d'uranium enrichi, qui sont une vraie menace, pas que pour les Américains ou la région, mais le monde entier. On ne peut pas négocier tant que ça n'est pas remis sur la table. Une fois que ça est remis sur la table, Trump l'a dit, on pourra discuter. On reviendra au cœur du débat que vous ouvrez très bien l'un et l'autre, mais d'abord où nous en sommes très exactement. Gallagher Fenwick, vous suivez aussi ça. Oui. On comprenne bien, à 22h10, heure de Paris, à la fois à Washington et en Israël, dans les deux lieux, en ce moment, il y a une intense discussion autour de Trump, autour de Netanyahou. Effectivement, ce qui ne veut pas dire que ces deux hommes-là sont d'accord, ni sur les objectifs, ni sur la méthode, ni sur le calendrier. Les deux, de manière très intéressante, sont face à des échéances électorales, avec des enjeux qui diffèrent quand même grandement, à la fois également sur le plan électoral, mais aussi d'un point de vue géopolitique. Et par ailleurs, je pense que, contrairement à ce qui peut être dit, le langage de Trump, que moi je qualifie de génocidaire, est sa manière de négocier. Parce qu'en réalité, Américains et Iraniens se parlent. Vous voulez dire génocidaire quand il dit que... Il ne restera rien en Iran. Ce qui rime ou fait écho avec le fait d'effacer toute une civilisation. J'avais bien aimé quand Bruno Tertrais, sur ce même plateau chez Margot Haddad, il y a une semaine, me semble-t-il, avait dit « Parfois, quand j'ai du mal à m'endormir le soir, je compte le nombre d'ultimatums émis par Donald Trump, que ce soit sur le dossier iranien ou sur le dossier russo-ukrainien. » Juste une chose pour dire que les médiateurs pakistanais ont fait savoir qu'ils venaient de recevoir une réponse iranienne à une nouvelle proposition qui vient d'être faite par les Américains. Donc derrière ces grands mots, il y a des messages, des emails qui sont en train de circuler, et Donald Trump va peut-être, comme il l'a fait juste après avoir suspendu le fameux projet Liberté dans le détroit d'Ormuz, dire, vous savez quoi, finalement je ne vais pas détruire tout l'Iran parce que diplomatiquement ça avance. Regardez bien l'image, nous suivons en minute ce qui est en train de se passer, parce que l'image que vous voyez là à l'écran, ça n'est
pas une image prétexte ou illustration comme une autre, c'est ce que Trump a tweeté il y a quelques instants seulement, qui donne évidemment ce ton extrêmement menaçant. Alors, est-ce que c'est une méthode de négociation ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut pour les heures qui viennent? Donald Trump a tweeté ça il y a quelques minutes. Il l'avait fait déjà hier, donc il insiste. On le voit dans la petite image en bas de l'écran. Il tapote sur son ordinateur. Il fait comme si, enfin, c'est de l'image de création. Comme s'il dirigeait la guerre lui-même ou la commentait. Voilà. Et comme si c'était aussi facile que ça. C'est-à-dire d'appuyer sur un bouton et que le laser sorte et que évidemment, il abatte les chasseurs iraniens. Mais Donald Trump, moi j'ai l'impression qu'en tout cas, effectivement, il ne sait pas quoi faire. Moi, je crois, à la différence du général Yakovlev, que il négocie, effectivement, mais c'est pas lui-même qui négocie, Donald Trump. En revanche, ce qu'il sait faire et ce que nous commentons, c'est quand il parle, quand il s'exprime. Et quand il s'exprime, évidemment, il a des mots parfois un peu grandiloquents, un peu simples, un peu binaires aussi, peut-être. Quand il dit, voilà, j'ai vu le début de ce papier et puis j'ai tout déchiré, quoi. En fait, il déchire les contrats, il déchire les projets de négociation quand ça l'arrange pas. Et puis, il produit ce genre d'image en attendant de décider s'il va faire quand même quelque chose de très sérieux, qui est de reprendre la guerre. Brigitte Hadès, vous êtes grand reporter pour la revue Politique Internationale. Je recommande d'ailleurs le numéro spécial, excellent numéro spécial de la revue Politique Internationale. La réalité qu'il y a ce soir, c'est qu'effectivement, Trump, avec son entourage, se sont vus. Il y avait là Witkoff, Rubio, Ratcliffe. Ça donne une idée de ce qui est en train de se préparer. Oui, il est clair qu'il y a des grandes probabilités qu'il bombarde. Je ne sais pas si le résultat sera, à mon avis, ça ne changera rien à la donne, mais il va bombarder parce que finalement, il est dans une impasse complète. Malheureusement, il n'y aura plus que des cibles, parce qu'ils ont déjà fait attaquer tellement de cibles qu'il n'y aura plus que des cibles civiles ou des infrastructures civiles. Donc ce sera pas très utile, mais il va le faire. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé au Vietnam, malheureusement, quand ils ont commencé, ils ne savaient plus quoi tirer et quoi attaquer. Mais il n'y a pas vraiment de solution, à part une solution. Mais les Iraniens non plus sont des grands négociateurs. Ils vont les mener en bateau dans les négociations aussi. Donc il n'y a pas vraiment. Mais les Iraniens ont l'impression qu'ils gagnent. Essayons de comprendre vraiment ce qui se passe maintenant. À l'heure exacte où nous parlons, donc autour de Netanyahou, il y a son cabinet de guerre. Autour de Trump, donc Rubio, Ratcliffe, Vance, le vice-président qui a toujours été plutôt anti-intervention, et Witkoff. Oui, tout à fait. Et la question, moi, qui se pose à moi en cette soirée, qui est importante, puisque Trump est revenu de Chine sans résultat tangible, il est revenu de Chine sans engagement clair et rapide, vu la situation catastrophique dans laquelle il se trouve, le pétrin dans lequel il est enfermé, puisqu'il est revenu de Chine sans résultat, bien finalement, il lui reste des solutions. Elles sont toutes mauvaises. Il va essayer sûrement de choisir la moins mauvaise. Or, il se trouve qu'il est tiraillé entre, d'une part, les Israéliens qui, évidemment, eux veulent y aller, et les pays du Golfe, je fais exception des Émirats qui, eux, se sont rangés aux côtés de Tel Aviv, qui, eux, veulent un petit peu calmer le jeu parce qu'ils craignent des représailles, pire encore que celles qu'ils ont subies durant la première phase de la guerre. La question qui se pose, et même c'est une question double, c'est premièrement, est-ce que les Américains, les soldats, les militaires américains, peut-être que le général Yakovlev aura peut-être un élément de réponse, est-ce qu'ils ont dans leur plan une possibilité de sortie de crise, ou en tout cas de rentrer dans une deuxième phase qui aurait des effets recherchés atteints plus facilement que ceux qu'on a eus jusqu'ici? Et deuxièmement, la question c'est, est-ce que Trump va les écouter? Alors déjà, non. Mais c'est vraiment une question très intéressante. D'abord, tout à l'heure, vous avez dit, normalement, il a comme conseiller aussi le chairman JCS, le général Dan McCain. Il n'y a pas que les civils. Et on a vu Brad Cooper, je crois, le commandant de... Oui, qui parle de nous, le général Yakovlev. Le combattant... Les civils, oui. Qui était... j'ai pas oublié... qui disait au Congrès, nous, on donne notre avis, et puis après, le chef, il fait ce qu'il veut. Je pense que ces généraux n'ont pas donné d'avis au président Trump. Ils ont analysé la situation, et ils ont dit, voilà les options. C'est ce que font les militaires, donner un avis militaire. C'est ce que vous avez fait toute votre vie. Non, parce que nous, on donne un avis, et le SEMA français donne un avis aussi avec, c'est une bonne idée, ou si j'étais vous, je le ferais pas. Ça, militairement, on peut le faire. C'est stratégiquement complètement con. Général, c'est ça, donner un avis. Il y a eu des divisions. Rappelez-vous la réunion du 11 février, sauf erreur, où c'était Rubio
et c'était aussi Duncan, précisément, qui avait eu certaines réserves. L'un avait dit farsesque et l'autre avait dit bullshit. Oui. C'est Radcliffe qui dit farsesque et Rubio qui dit bullshit. Vous savez pourquoi il dit bullshit, Rubio? Enfin, c'est comme ça que c'est écrit entre les lignes dans l'article du New York Times par Jonathan Swan et Maggie Haberman, qui connaissent tous les deux très bien Donald Trump. C'est parce qu'ils sont pas certains que Donald Trump ait compris le propos du patron de la CIA. Donc il traduit dans un langage assez prosaïque, on va dire, et cavalier. C'est fleuri. Oui, that means it's bullshit. Ça veut dire que c'est du bullshit. Juste histoire qu'on soit bien clair. Et le résultat, nous y voilà. Isaac. Moi, je sais pas si je dois rigoler ce soir de ce que j'entends, Direct au but. Non, mais au but, c'est simple. D'abord, on a la première puissance des États-Unis. Vous avez été militaire, vous recevez souvent des militaires. C'est l'objectif premier. On se tait, on exécute et on écoute le commandant en chef. Point final. Vous donnez vos opinions professionnelles. Et ça s'arrête là. Point final. Non, mais c'est important de le rappeler aux militaires, même qu'ils soient les hauts gradés, ils peuvent donner toutes les opinions qu'ils veulent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je ne sais pas, moi j'ai tout le respect pour le corps militaire, mais vous n'y étiez pas dans le bureau ovale. On ne sait pas ce qui réellement s'est dit. On suppose, on entend. Le Wall Street Journal, parfois il y a des fake news, parfois il n'y a pas de fake news. On ne sait pas exactement. En entendant, Trump, juin 2025, 28 février 26, a pris de court le monde entier. Personne n'a vu venir son opération telle qu'il a conçue. Et j'en suis convaincu, et ce soir je vous le dis, que de grandes choses sont prévues dans les prochains jours, dont encore une fois le monde sera surpris et n'aura pas été prévenu, parce que les Français ont été blessés, n'aura pas été préparé. Donc préparez-vous, des grandes choses arrivent, et ces grandes choses feront enfin que, on espère, le régime iranien pourra tomber. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que le chef militaire doit donner son avis. Honest, unfettered military advice. Avis honnête et pas limité par est-ce que je fais de la peine ou pas. C'est une quasi-certitude que ni McCain ni Cooper ne sont allés plus loin que l'analyse, la présentation des options. Ils ne lui ont pas dit c'est une connerie. Voilà. Mais ça, pourquoi, on par en est peur ? Quasiment sûr. Mais aussi, on est sûr que s'il l'avait dit, il les aurait pas écoutés. Donc, ça revient un peu au même. Et alors maintenant, avec le plan que Trump, si jamais Trump met à exécution, on va vous ramener au Moyen-Âge. Ça suppose, comme dit Gallagher, ça suppose des frappes génocidaires, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, des frappes complètement excessives. C'est un emploi excessif de la force. Dans la Constitution américaine, les militaires ils prêtent serment à la Constitution et pas au président des États-Unis. Cette guerre, il est difficile de dire qu'elle est légale. Et si en plus, ils commencent à bombarder à ce point-là, moi je dis à mes camarades américains, si vous reste encore de l'honneur militaire, c'est le moment de vous en servir. Général, vous n'avez pas encore entendu pour l'instant. Il n'y a pas eu de défection. Pour l'instant, ce qui est proportionnellement prouvé ou prouvable dans les intentions, c'est la question des bombardements d'infrastructures énergétiques, puisque là, les Israéliens ne s'en cachent pas. Et autour des Américains, ça fait partie des hypothèses. Et on rappelle que les Israéliens avaient fait, et que la première version, Trump avait retenu ensuite le bras d'Israéliens. Ça, vous savez que le dimanche, vous avez beaucoup de membres de l'administration qui se déplacent pour aller dans ce qu'on appelle les Sunday shows, donc les grandes émissions politiques du dimanche. Et donc il y avait Lindsey Graham, qui était, me semble-t-il, je crois que c'est sur CBS ou NBC. Et lui dit ça, vous avez raison. Oui, il dit il dit que l'infrastructure énergétique, alors en anglais il appelle ça le underbelly, donc c'est la partie, j'allais dire, molle de ce régime. Et donc ça va va leur faire davantage mal. Mais ce qu'il reconnaît également, c'est que le statu quo, il est intenable. Par ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que Lindsey Graham, à la base, il était contre ça. Ouais. Donc on voit qu'il y a de l'évolution de la pensée un petit peu partout. Maintenant, ce qui me semble être parfaitement contre-productif, et je préciserai juste pourquoi j'ai parlé j'allais dire intention génocidaire, c'est la bonne expression de la part de Donald Trump. Mais simplement pour terminer là-dessus, si vous voulez, c'est que ce que ne semble pas comprendre Donald Trump, et c'est là que la question des conseils qui lui sont distillés est intéressante, c'est que ce régime, de par son ADN même, ne capitulera pas. Donc vous pouvez taper aussi fort que vous voulez. Est-ce que vous comprenez la quantité de bombes qui ont été déversées sur lui pendant 67 jours? Pour ramener les choses, est-ce que vous admettez que, alors effectivement, bombarder des centres énergétiques, beaucoup considèrent que c'est un crime de guerre, et rappelons que beaucoup l'ont commis. Bien sûr. Non mais c'est un crime, dans le droit de la guerre, c'est interdit. Mais intention génocidaire, je crois que personne de sensé... Personne de sensé n'imagine que Trump veut vitrifier l'Iran. Alors, c'est précisément
pour ne pas savoir si vous avez raison ou tort, parce que là, vous engagez votre appréciation personnelle. Qu'est-ce que vous en savez, Darius ? Rien. Là, vous êtes du côté de la croyance, pas de la connaissance. Et c'est précisément pour ne pas avoir à rentrer dans ce genre de débat que je pense que l'homme le plus puissant au monde, militairement, ne devrait pas dire ça. Ne devrait pas utiliser ce genre de langage. Pourquoi ? Parce que qui tient un langage génocidaire ? Quand le régime iranien dit mort à Israël, mort aux États-Unis, l'un de mes pays, c'est un langage génocidaire. Donc quand on veut installer l'idée qu'on est les forces du bien face au mal, on ne s'exprime pas contre le mal. Je rappelle juste la définition juridique du génocide, c'est l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe ethnique, national, religieux, historique. Et donc quand on dit il ne restera rien de l'Iran, vous pouvez me dire c'est une synecdoque. C'est le tout pour la partie. Mais encore une fois, appréciation personnelle, d'autres peuvent percevoir de manière très différente cette phrase. Courte réponse d'Isaac Bachar, et on avancera parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le Golfe en général. Bon, j'ai bien compris que Gallagher avait un problème avec le mot génocide depuis longtemps. On l'entend. Non, mais depuis quelque temps, on l'entend à tout va, parfois souvent même à tort. C'est pas moi qui banalise le mot génocide. Je finis. C'est un langage génocidaire qui est en train d'être banalisé. C'est pour ça que je me permets de le qualifier. Mais dans les interventions, vous m'adressez la critique. je permets de finir mon propos. Ce que je dis, c'est que il faut aussi faire attention à une vulgarisation de certains propos qui sont très forts, notamment sur les plateaux TV, parce qu'on sait que vous, peut-être, vous avez la nuance, mais d'autres ne l'ont pas. Et vous avez aussi raison de dire sur ce point, je vous rejoins, que peut-être que le langage de Trump n'est pas compris, ou peut-être un peu too much, mais c'est pas le premier dirigeant, même français ou européen, qui ont des propos parfois déplacés ou incompris. Donc bien sûr, on comprend de là l'importance qu'a un chef d'État, l'impact qu'a un chef d'État. Mais aller dans un langage dont on sait qu'il est compliqué en ce moment d'entendre ce mot à tout va, et plutôt, j'aurais bien aimé l'entendre alors à la rigueur, quand il y a eu 40 000 morts, on n'a pas entendu parler sur les plateaux télé de génocide iranien. Moi, je n'ai pas entendu ce mot-là. Alors que là, c'est clairement la définition d'un génocide, puisque c'est tout un pan d'une population qui a été massacrée. On l'entend pas aujourd'hui quand il y a encore des décapitations, que sur le peuple iranien est martyrisé, dont on ne sait pas réellement ce qui se passe. Là, pour moi, ce sont les vrais sujets. Et là, ça, on peut parler éventuellement de génocide. Avançons, si vous permettez. On reviendra à ce débat qui est évidemment très important, mais l'extension de la guerre de fait, avec le bombardement qui a eu lieu contre, ou plus exactement à proximité de la centrale nucléaire de Baraka, aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis parlent d'une escalade dangereuse. Il faut comprendre qu'ils sont quasi en guerre aujourd'hui, général Yakovlev. En réalité, si on regarde les choses froidement, ils ont bombardé en Iran. L'Iran ou un proxy de l'Iran, la source exacte de la frappe n'est pas encore très claire, bombarde. On peut considérer qu'ils sont entrés dans la guerre. Oui. Déjà, quand on dit c'est un proxy, non, c'est les Iraniens d'une façon ou d'une autre. Bon, donc voilà. Maintenant, je pense que les Iraniens considèrent que les Émirats, à la différence des autres, ayant bombardé chez eux, voilà quoi. Et à la limite, ils seraient fondés à dire le cessez-le-feu. Puisqu'on n'a pas mentionné dans le cessez-le-feu les Émirats, si ça se trouve, nous, on n'est pas en cessez-le-feu avec les Émirats Arabes Unis. Alors, moi, je pense que c'est une grosse erreur. Ils n'auraient pas dû. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas le moment, y compris du côté iranien, d'en rajouter. Et ça commence, à tirer tous azimuts. Al Jazeera, 3 drones ont été interceptés, détruits après avoir pénétré dans l'espace aérien saoudien. Ils ont été lancés depuis l'Irak, sans doute par des missiles pro-iraniennes, mais il faut parler au conditionnel. Déclaration faite par le ministère de la Défense du Royaume, donc d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite se réserve le droit de répondre au moment et à l'endroit opportun et il mettra en œuvre toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour répondre, etc., etc. Là, de nouveau, alors si on a les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite dans le jeu, ça commence à faire vraiment beaucoup. Oui, ça me permet de rappeler ce que j'avais dit depuis le début. Quand Trump dit « c'est moi qui décide quand cette guerre s'arrête », et Caroline Leavitt, impériale, disant c'est le président des États-Unis qui, à la minute où il l'a décidé, arrêtera la guerre. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et les Iraniens profitent de ça, peut-être, pour dire cette guerre se terminera quand nous, on sera d'accord. Pas que vous. Vous n'êtes pas le seul à décider de la fin de cette guerre. Nous aussi, on est partie prenante. Donc, il faut nous parler différemment. Sophia Mara, cette extension, j'insiste, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, sans compter tout ce qui précède, Qatar, etc. Oui, c'est l'expression la plus flagrante et puis la plus violente de la crainte de l'Iran. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle échéance. Voilà. Trump doit aller, appuiera ou n'appuiera pas sur le bouton. Et du coup, il frappe tous azimuts. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il frappe les Émirats qui ont décidé allègrement de rentrer en guerre contre l'Iran aux côtés
d'Israël, et c'est ça qui les rend très évidemment des ennemis encore plus qu'ils ne l'étaient, et les États-Unis, et de l'autre l'Arabie qui pourtant essayait de calmer le jeu, et là il frappe tout le monde, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, et donc c'est assez surprenant. On va passer par une de nos envoyées spéciales, Elisa Cléache, vous êtes à Doha, et c'est la région entière évidemment qui résonne de ce qui se passe ce soir, non seulement aux Émirats Arabes Unis, mais dans le géant saoudien. Oui, on le constate, et ces pays du Golfe, ça fait plusieurs jours qu'ils craignent la reprise des hostilités, justement avec cette intensité qu'on avait connue avant le cessez-le-feu. Je rappelle qu'à ce moment-là, autant l'Iran que les proxys de l'Iran, donc ces milices armées pro-iraniennes, frappaient autant les bases militaires que les sites touristiques, que les infrastructures gazières et pétrolières. Eh bien, il semble bien que ce soit de nouveau le cas aujourd'hui. On l'a vu effectivement, donc là, tout récemment, avec ces 3 drones interceptés par l'Arabie Saoudite en provenance de l'Irak, mais également ce matin aux Émirats Arabes Unis avec donc cette frappe de drone à proximité d'une centrale nucléaire, la centrale de Baraka. Évidemment, cela aurait des conséquences extrêmement importantes pour ces pays, notamment parce que l'Iran a déjà menacé à de nombreuses reprises de s'attaquer à ces infrastructures énergétiques. Et dans le cas ici des Émirats, la centrale nucléaire de Baraka est extrêmement importante puisqu'elle permet de produire 1/4 des besoins en électricité du pays. Merci beaucoup Elisa. Là, le potentiel ici de dangerosité si, par exemple, les Émirats Arabes Unis entrent activement dans la guerre, quel est-il ? C'est-à-dire qu'ils vont... moi, je pense que Trump n'a qu'une envie, c'est que les pays du Golfe se mettent à se battre pour que lui puisse s'en aller. Et c'est la grande crainte, c'est pour ça que les pays du Golfe ne voulaient pas rentrer en guerre. C'est risqué. C'est un pari très risqué. Non, mais c'est vrai. Et depuis le début, je me suis dit que les pays du Golfe ne voulaient pas rentrer en guerre alors qu'ils étaient attaqués parce que ils risquaient de se retrouver mouillés. Et maintenant, vous avez même employé le terme, on dit ils veulent pas rentrer en guerre. Mais les Émirats sont rentrés. Mais est-ce que le fait qu'ils attaquent, parce qu'ils veulent dissuader les Américains de se battre, mais je pense qu'effectivement, ils continueraient à attaquer les pays du Golfe. En tout cas, ce qui va dans votre sens, c'est ce que dit le Télégraphe. Les États-Unis souhaitent que les pays du Golfe jouent un rôle accru dans la guerre après avoir réorganisé leurs alliances dans la région. Alors, vrai ou non, ça semble une situation étonnante où l'Iran et les États-Unis seraient contents que, au fond, tout s'enflamme. Ah oui. Non, mais c'est là, si vous voulez, la preuve que à la fois le langage et les menaces de Donald Trump ne sont pas dissuasifs, parce que par avance, les Iraniens sont en train de montrer ce que eux ou leurs forces mandataires sont en mesure de faire. Parce que ce qu'il faut préciser, ce serait bien qu'on voit une carte, c'est que ces frappes, elles viennent de l'Ouest. Pour l'instant, elles ne viennent pas de l'Est. C'est le Donc problème. elles sont très vraisemblablement envoyées d'Irak. C'est ce qui semble être le cas pour les Émirats Arabes Unis. Donc c'est des milices pro-iraniennes, oui, c'est des ça forces mandataires. Donc ça peut être Kataib Hezbollah, ça peut être Hajj al-Shab, j'en sais rien moi. Et les Houthis, si c'est purement iranien, ça vient pas de l'Ouest. Le Yémen. Par ailleurs, on est passé un peu vite sur les Émirats Arabes Unis, mais ça a été dit par Madame Lecléache depuis, je crois, elle est à Doha au Qatar. Cette fameuse centrale nucléaire. Sur ce plateau, on a quand même pendant des semaines, voire des mois, longuement et à raison disserté sur le cas de Zaporijjia. On a quand même une puissance, en l'occurrence l'Iran, qui dialogue avec la Russie, qui lui souffle peut-être des idées de ce qui peut être fait pour inquiéter bien au-delà des frontières du pays qui est ciblé, en allant militariser un site nucléaire civil. Et vous savez ce qu'ils ont tapé ? Ils ont tapé donc l'alimentation électrique, voilà, un générateur. 25%. Donc réapparaît Rafael Mariano Grossi pour dire attention, le patron de l'AIEA, le gendarme mondial de l'énergie atomique, attention, personne militairement ne doit s'approcher de ces sites, il faut les sanctuariser, il ne faut pas que ce soit touché. J'en termine par là. C'est une manière pour l'Iran, directement ou indirectement, si effectivement ça vient d'eux, je ne vois pas de qui d'autre ça pourrait venir, de montrer qu'il y a des marches supplémentaires qui peuvent emprunter. Une image qui montre à quel point tout ça donne le vertige, c'est à Dubaï qui était le havre de paix, on disait le Monaco, la Suisse du Proche-Orient, enfin il y a eu toutes les comparaisons imaginables. Comment ? La Sparte aussi. La Sparte, c'est une Sparte un peu... C'est ce que ça pèse militairement, les Émirats Arabes Unis. Mais je veux dire, c'était l'ambassadeur de France à la fois au Qatar, en Arabie Saoudite, hier sur ce plateau chez Yves Calvi, qui disait les Émirats Arabes Unis, pendant de longues années, ont été... Je veux dire, c'est pas tellement l'austérité spartiate, les mots... au sens armé, militaire. En tout cas, regardez, ces images-là qui sont tout à fait inouïes, ce sont les grands réservoirs à Dubaï, on est pas loin de l'aéroport, je crois, qui
sont barricadés par des constructions anti-drones qui montrent un niveau d'instabilité qui, pour eux, est inimaginable. Oui, ce sont des grilles anti-drones et ça prouve évidemment, et on peut le comprendre, que Dubaï et les Émirats ne s'attendaient pas du tout à ce type d'attaque. Ce qui est plus étonnant, c'est que les bases américaines n'aient pas été protégées avant que Donald Trump ne s'engage dans cette aventure qu'il a qualifiée à l'époque de promenade ou d'excursion. Et par conséquent, les bases américaines ont beaucoup souffert et on a même perdu un militaire français dans le Kurdistan irakien qui a été touché par un drone Shahed. Et évidemment, pour les Émirats, c'est un coup très dur parce qu'ils se sont voulus oasis du monde arabe, en tout cas des pays du Golfe. Ce que j'ajouterais en réponse à votre question, oui, bien sûr, les États-Unis veulent que les États du Golfe s'impliquent dans cette guerre, mais pourquoi faire ? Parce que ça fera une différence. Les États du Golfe ne feront aucune différence dans la guerre. Ils vont compliquer la tâche aux Américains. Vous savez ce qu'il veut ? Il veut une couverture. Comme il a voulu, quand il a demandé aux Européens de venir, une fois qu'il a fait un gros chaos, créé un gros chaos pour rester poli, et qu'il nous a ensuite insultés de ne pas vouloir nous engouffrer avec lui. Il fait la même chose avec les pays arabes et il n'aura pas plus de succès. Et moi, j'aurais beaucoup aussi aimé entendre parler du fameux droit international, puisqu'on en a tellement parlé ici et par des experts à tout va. Mais j'y suis bien, mais il faut en parler aussi ce soir, puisque une attaque sur une installation nucléaire a été faite ce soir, et pourtant on n'en parle pas assez de ce fameux droit international. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la centrale de Boucher ? Et pour finir, puisque vous en avez cité Gallagher, je vous cite, 25% de l'électricité des Émirats. Oui. C'est quand même priver une population, l'énergie, mais c'est priver une population aussi importante. On voit Dubaï, ce qu'ils sont capables de faire. Mais ça va sans dire, mais ça c'est l'Iran. Vous ne vous attendez pas à un meilleur comportement de l'Iran. Là où c'est insupportable, c'est quand ça vient d'une démocratie. Quand elle menace d'herbicide ou de génocide, enfin Isaac, ne comparez pas les deux. Vous faites le jeu de l'Iran lorsque vous dites « Ah mais l'Amérique, ah mais l'Iran ». Mais c'est pas le même pays, c'est pas le même monde, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Bien sûr que c'est un crime, donc, quand on voit mais arrêtez de comparer les deux, ça commence à devenir on voit, Sophia, que ce qu'est capable de produire l'Iran. Mais on le sait déjà. Alors donc, on fait quoi ? On fait prépare mieux. Alors, on y va pas. Donc, on arrête tout. On va parler à tous les Européens. Trump va appeler Macron ce soir. Aujourd'hui, je n'ai pas obtenu le 25 septembre, on va attaquer. Ça nous laisse 4 mois pour se préparer. Mais ce que je veux dire, Sophia, ça veut dire quand on est d'accord sur ce constat de la dangerosité de ce régime, dont on voit, malgré le cessez-le-feu apparent depuis le 8 avril, qu'il continue à titiller les Américains en envoyant des petits drones, des petites attaques, pour voir où sont les limites de Trump. Trump, dont on ne sait pas toujours la réalité et la vérité de ses propos, mais c'est un jeu, on l'a déjà défini. Cela étant, votre débat est intéressant. C'est la guerre. La question que pose Isaac Bachir, est-ce qu'elle se pose effectivement au fond ? Est-ce qu'une partie des opinions en Occident considère que l'Iran, il vaut mieux pas y toucher, laisser ce régime, voilà. On entend ça sur la Russie aussi, à tort ou à raison. Ce sont des régimes un peu dangereux, mais au fond, il faut essayer de les contenir à un certain degré de dangerosité. Il ne faut pas trop aller les titiller, comme ça on est tranquille. C'est un discours dangereux et même intolérable du point de vue du droit, dont vous nous accusez aujourd'hui de faire usage de manière biased et sélective. Non, mais sur ce plateau, arrêtez d'agresser le plateau. Un peu plus vocal. Ce que je veux dire, oui, Darius, c'est insupportable. Mais ce qui est encore plus insupportable, c'est l'incapacité de la communauté internationale à trouver un mécanisme pour s'opposer à tous les pays qui détruisent, qui s'opposent à leurs voisins, qui les menacent, qui les mettent en danger et qui martyrisent leur population. Cela étant dit, je n'ai pas ma réponse à votre question, à ma question. Je vous demandais, est-ce que oui ou non, et c'est ça le plus important, est-ce qu'aujourd'hui les militaires américains ont une possibilité de proposer autre chose à Trump qui amène de meilleurs résultats? Et avançons. Général. Non. Voilà. Mais c'est vrai. Ça, c'est une réponse de général. Alors ça, attendez, ça c'est une réponse de Spartiate. Alors là, on ne peut pas dire que ce soit pas Spartiate. C'est par la laconique. Non, Isaac a parfaitement raison. Il me trouvera toujours à ses côtés quand il s'agira de dénoncer les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, propos génocidaires. On peut dénoncer tout ce qu'on veut, ça sert à rien. Quel qu'en soit l'auteur. C'est très important. On reviendra à cette partie de débat, mais j'aimerais vraiment qu'on avance sur les faits et notamment à quel point ce soir il y a une espèce de suspense sur de quelle façon Israël et les États-Unis, Netanyahou et Trump vont entrer à nouveau dans un niveau de guerre extrêmement intense. Ce sont ces images des avions
qui se regroupent toujours plus nombreux en Israël. Et on voit qu'Israël joue un rôle absolument crucial dans ce qui se passe, à la fois comme point d'appui, comme plate tournante, comme pays qui assume de vouloir aller plus avant dans la guerre pour casser le régime des Mollahs. Ce sont ces KC-135 sur l'aéroport Ben Gourion. Il y a énormément de KC-135, énormément de moyens, énormément de munitions qui sont en train d'arriver, général. Oui, ça peut... Ils sont peut-être en train de préparer une nouvelle campagne de frappe, oui. Voilà, bon, ils ont les moyens. Personne ne doutait du fait qu'ils aient les moyens de frapper. Hein. Voilà. Après, c'est juste le problème, c'est qu'ils vont frapper, mais on ne sait pas. On espère que ça va faire un résultat, mais il y a très peu de chances que ça fasse un résultat. C'est ça le problème. Et le fait qu'il ait dit qu'il n'allait pas mettre de troupes au sol, qu'il n'ait pas attaqué le Karg, avec raison probablement, mais qui n'est pas envahi, même fait des petites opérations et qui n'auraient peut-être pas été ils auraient peut-être devenu les cibles, il y aurait eu des morts, ça n'aurait pas été très bien. Mais c'est ça le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de solution. Nous sommes en direct par la force, à moins de la troupe au sol. En Israël, vous êtes avec nous, Nicolas Rouget. Expliquez-nous l'état d'esprit des autorités israéliennes. Est-ce que, comme on l'entend dire beaucoup ici, en réalité, elles sont déterminées à vouloir repartir en guerre le plus vite possible, le plus fort possible ? Oui, tout à fait. Ce qu'on entend ici, fondamentalement, c'est qu'on attend juste une chose, c'est l'autorisation d'agir de Donald Trump. Alors, Benjamin Netanyahou a eu cet appel avec Donald Trump qui a duré un peu plus de 30 minutes. C'est ce qui est sorti dans la presse israélienne. Apparemment, pas de conclusion, mais depuis, il est dans une consultation de sécurité avec son cabinet restreint. Donc, on s'attend pas à ce qu'il y ait une décision qui en sorte. Finalement, tous les regards sont tournés vers la Maison Blanche. Mais comme on le disait à l'instant, tous les préparatifs ont été faits. Il y a ces avions, évidemment, sur le sol israélien, mais il y a aussi ce calendrier des frappes qui a été établi maintenant depuis plusieurs semaines. En particulier, on parle de l'infrastructure civile iranienne pour essayer de faire tomber le régime. L'état d'esprit ici, c'est que il faut une chute complète du régime et que c'est seulement à ce moment-là que la guerre aura eu, que les objectifs auront été atteints. Oui, certes, le nucléaire, oui, les missiles balistiques, oui, les proxys à travers toute la région, mais très clairement pour le gouvernement israélien, il y a une promesse à tenir. C'est la promesse que Benjamin Netanyahou fait depuis des décennies maintenant, c'est de faire tomber le régime des Mollahs. On est rentré dans une période électorale et donc évidemment pour le Premier ministre israélien, c'est maintenant crucial. Merci beaucoup Nicolas Rouget. Anne Niva. Concrètement, effectivement, l'armée israélienne, on l'a dit sur ce plateau depuis plusieurs jours, se prépare, et même en état de préparation quasiment maximale, et elle se prépare pas seulement à des frappes ponctuelles, mais plutôt à des frappes qui pourraient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est donc pas du tout la même chose que ce qui s'est déjà produit. Et les Israéliens, on le sait, sont tout à fait déçus que pour la seconde fois, la phase militaire active ait été terminée, ait été avortée finalement. Elle se termine trop tôt. Et en revanche, il reste évidemment, on bute toujours sur le même problème, Général Yakovlev, c'est-à-dire le politique. Bien sûr que il suffit pas d'être prêt militairement, il faut que politiquement, les personnes qui décident donnent leur feu vert. Et les personnes qui décident, là, ça n'est pas Benjamin Netanyahou tout seul. C'est effectivement Benjamin Netanyahou qui attend. Donc c'est un bras de fer politique entre lui et Donald Trump. Est-ce qu'on sous-estime la volonté de Netanyahou, qu'on l'approuve ou qu'on la désapprouve? Une grande partie du monde la désapprouve, une partie l'approuve. Netanyahou, depuis le 7 octobre, tous les fronts qu'il a ouverts contre le Hezbollah, il a tué ou fait tuer un nombre de dirigeants iraniens ou pro-iraniens tellement considérable. Contre le Hamas à Gaza au prix de pertes civiles énormes, contre les Houthis, contre les terroristes. Oui, mais là, c'est le seul front où il n'est pas tout seul. Tous ces fronts à la fois. Il dépend de Donald Trump. Ceux qui n'apprécient pas Netanyahou, c'est pas la question de Netanyahou, c'est que Israël a été attaqué dans sa chair le 7 octobre. Ces fronts sont là depuis trop longtemps. Donc à un moment donné, Netanyahou, Israël s'est dit, il va falloir qu'on fasse face à ces difficultés que nous rencontrons dans nos différentes frontières pour en finir une bonne fois pour toutes. Moi, je veux juste rappeler que je sais, et j'en suis convaincu, qu'Israël, même si ça peut surprendre, qu'Israël veut la paix. On le voit avec la Jordanie, ça se passe très bien. Avec l'Égypte, ça se passe très bien. Seulement, avec Liban, je suis certain que demain, ça se passera très bien. Je vous ouvre une parenthèse. On l'a vu, le boycott de l'Eurovision. Israël est arrivé en 2e place. Et qui a voté le vote populaire? Beaucoup de pays européens. La France et d'autres pays européens. Donc, ce n'est pas aussi une solution de boycotter et de mettre Israël toujours dans le monde. Il faut se mettre à leur place, de voir ce qu'ils veulent vivre. Ils veulent vivre en paix, en liberté avec leurs pays voisins. Vous rencontrez des Israéliens, des Libanais, c'est les meilleurs amis à l'extérieur du Moyen-Orient. Et
c'est très vrai. Et ça, il faut aussi le répéter, que cette guerre, ce n'est pas une guerre, encore on l'a dit, existentielle. C'est pas uniquement existentielle, c'est que c'est une guerre pour la paix. C'est qu'on veut vivre en paix. Ce peuple veut vivre en paix avec tous ses voisins. Et les accords d'Abraham en sont la preuve. Général Yakovlev. Oui, vous oubliez que Israël torture le Liban, j'utilise ces mots, depuis le cessez-le-feu de novembre 2024 jusqu'à la reprise des combats. Il y a eu 10 000 violations du cessez-le-feu par les Israéliens, dont 2500 attaques, pour en gros 4 roquettes tirées contre la résidence secondaire de Netanyahou. La vérité des prix, c'est que, par exemple, les 20 derniers morts israéliens, ils ont eu lieu au Liban. Ils sont dans le Liban. Qu'est-ce qu'ils foutent au Liban ? À l'heure actuelle, depuis un an, 3500 Libanais sont morts, 1,2 million de personnes ont été déplacées, et Israël veut nous faire croire que c'est le Hezbollah qui l'attaque. Je me fais pas l'apologue du Hezbollah, mais la disproportion de violence, le non-respect du cessez-le-feu, le cessez-le-feu à l'israélienne est un cessez-le-feu unilatéral. Eux, ils ont le droit de frapper tous les jours. C'est documenté par l'ONU. Tous les jours, ils frappent, quasiment tous les jours. Et c'est pas le cas, en réalité, en face. Alors, même si ce sujet est un pas de côté par rapport au sujet de ce soir, je dois vous répondre, cher Isaac, que ce que vous dites là est absolument faux. Voici pourquoi, et très brièvement. Vous dites, il veut la paix. C'est pas un problème de personne. Netanyahou est là, un jour il sera plus là, et peut-être qu'un jour il y aura une paix. Mais pour l'instant, et aujourd'hui, que ce soit Netanyahou ou n'importe qui d'autre, Ehud Olmert, qui que ce soit, n'est-ce pas, eh bien, il y a un problème. On ne fait pas la paix avec des amis lointains. On fait la paix avec ses ennemis et au prix de concessions et dans l'occurrence territoriales. C'est facile de faire la paix avec le Soudan, avec la Papouasie orientale. Le problème des Israéliens, c'est avec les territoires palestiniens. Où je vous rappelle, si vous rentrez aujourd'hui, vous mettez sur n'importe quelle vidéo, réseaux sociaux, vous voyez que les colons aujourd'hui s'en prennent. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, mais c'est à mourir. Ils ont tabassé un chien à mort. Il a survécu et c'est un miracle. Il frappe les chrétiens. Au Liban, vous croyez que vous dites les Libanais et les Israéliens sont amis? Non, ils sont pas amis. Aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens du Liban, quand ils voient qu'on prenne la Sainte Vierge et qu'on la renverse, qu'on l'écrase, qu'on lui met une cigarette là où il faut pas, et qu'on écrase des lieux saints, non, pas du tout. Ils pensent qu'Israël est un pays hégémonique. Ils n'ont rien contre Israël en tant que peuple, mais en tant que politique, on ne fait pas la paix avec les Émirats pour dire et on met la question palestinienne sous le tapis. Ça ne marche pas comme ça, désolé. Je vais vous répondre, et si vous me permettez, peut-être aussi un cours un peu d'histoire. Vous savez... c'est pas moi, vous allez donner des cours d'histoire, mais c'est pas laissez-le répondre. Attendez, excusez-moi, vous parlez l'arabe comme moi. Je parle hébreu aussi. Voilà, laissez-moi finir. Laissez-le répondre. Le mot Yahoud vient du mot Yehuda en hébreu, vient du mot Judée. Donc, le conflit territorial de la Judée-Samarie se réglera quand il y aura des conditions de négociation. Ce qui a eu lieu avec l'Oslo. Attendez, madame, ce qui a eu le cas avec l'Oslo, qui n'a pas fonctionné. Ce qui a eu le cas avec 48, 56, 76, 73. Donc, le conflit territorial doit se régler, mais pas avec les armes. Sauf que pour l'instant, Israël n'a fait que répondre. Je suis désolé, l'Égypte, Israël a rendu le Sinaï qu'elle avait par la victoire gagnée, conquise. Oui, donc mais c'est pas un territoire de la Torah. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas cité la Bible. On va avancer. Terminez votre argument. Non, mais j'ai juste dit que, concrètement parlant, ce conflit territorial pourra se régler quand les armes seront posées. Et c'est aussi ce qu'a demandé les dirigeants Netanyahou et Trump sur le Hamas. Vous rendez les armes. Après, on discute. Il dit la même chose avec l'Iran. C'est aussi la connexion. C'est ce qu'a dit Rabin, il a été tué. D'accord, mais il y a des fanatiques dans tous les pays. Entrons, s'il vous plaît, dans ce discours de paix qu'on doit véhiculer. Et Sophia Mara, entrons exactement dans ce qui peut se passer ce soir de manière un peu plus, disons, directement militaire. L'Instagram, c'est le parti de la guerre à Washington. On va même l'entendre, l'Instagram, je vous rappelle, parlementaire, très offensif, aussi contre la Russie d'ailleurs, mais très offensif contre l'Iran, qui veut, lui, des bombardements et, pour reprendre ce que vous disiez, des bombardements spécifiquement, enfin en plus, sur les infrastructures énergétiques. Alors que faire ?
les affaiblir davantage. Le bilan militaire du président Trump est impressionnant, mais il reste encore des cibles à atteindre. Et nous pouvons agir pour les affaiblir. L'infrastructure énergétique est leur point faible. Si l'on reprend le combat, l'énergie est la priorité absolue. Vous préconisez donc des frappes contre l'infrastructure énergétique? Oui, je préconise de frapper ce régime. Si on continue comme avant, on obtiendra les mêmes résultats. Si vous les agressez davantage, peut-être qu'ils accepteront un accord. Gallagher Fenwick, vous suivez, vous êtes le plus renseigné sur tout ce qui se dit aux États-Unis. Ce soir, alors c'est pas tout le monde, mais il y a un parti de la guerre à Washington considérable qui dit c'est le moment d'y aller fort. Effectivement, parce que sa parole est engagée, c'est particulièrement le cas de Lindsey Graham, qui est très influent au sein du Parti républicain, et notamment l'aile la plus dure et la plus interventionniste. Et il sait qu'il a finalement mêlé son destin, si vous voulez, et la manière dont l'histoire le jugera, à ceux de Netanyahou et Donald Trump, qui ont engagé pas mal de leurs jetons sur cette affaire. Et donc, arriver à la moitié du guet, et voir que ça ne fonctionne pas, mais il y a ce très mauvais réflexe qui dit on va y aller encore plus fort. Ils se disent c'est l'heureux. Rappelez-vous John McCain qui chantait Bam 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 Run, etc. Il y a une tradition, une partie du Parti républicain, pas seulement récemment Trump, il y a une grande partie du Parti républicain qui a toujours été très dirigée contre l'Iran. Qu'il repose en paix John McCain, mais en l'occurrence autant il disait des choses très justes sur la Russie et sur l'Ukraine, sur l'Iran ça y est. They bombed Iran. Ils l'ont fait. Et voyez le résultat. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, parce que l'ego, parce que les frustrations, ils n'arrivent pas à reconnaître que c'est un échec, et un échec qui non seulement a compliqué l'équation diplomatique, mais en plus a renforcé ce régime, et donc a rendu, si vous voulez, la poursuite de l'aventure militaire inutile et inopérante. Vous nous avez rejoint, Christian Proutot. Merci beaucoup d'être là, commandant Proutot, fondateur du GIGN. On va beaucoup faire appel à vous aussi. Images incroyables qu'on va voir dans quelques instants de ce qui se passe à Hormuz, avec les assauts donnés par les gardiens de la Révolution, y compris quand ils poussent un mola pour aller prendre possession d'un navire. Restons un instant sur ce que sont les bombardements des raffineries, des infrastructures, ce que peuvent faire les Américains et Israéliens si effectivement ils mettent en œuvre ce que Lindsey Graham dit, ce que beaucoup de dirigeants israéliens disent, bombardement des raffineries, bombardement des ponts. Il y a eu quelques précédents, notamment ce pont de Karaj, qui est un pont très important. Christian Proutot, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne des résultats selon vous? Ça donnait des résultats, on le saurait. Jusqu'à présent, tout ce que l'on voit, c'est que on dit qu'on va taper plus, alors qu'on pensait, on a affirmé, ou du moins Trump a affirmé qu'il avait déjà détruit tout. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler Superlative Man, parce qu'à chaque fois, avec des mots ronflants, il vient nous expliquer que tout a été fait, que ça y est, il reste plus rien, ou pratiquement, et que, ah oui, mais tiens, mais on a peut-être oublié ça, donc on va remettre une deuxième couche. Je suis pas persuadé que ce soit un bon résultat, et je pense même que ça peut être contre-productif, parce que comme on peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'on le sait au niveau tactique, et là il y a tous les militaires, on est d'accord là-dessus, au niveau tactique, la seule chose qui pourrait être faite, et encore, on connaît les résultats quand on voit ce qui s'est passé sur d'autres théâtres d'opération, on ne tiendra cette affaire qu'en allant sur le terrain, en maîtrisant totalement l'outil militaire. Et ça, jamais Trump pourra le faire. Et il ne le fera pas. Et c'est pas avec des coups comme cela qu'on résoudra le problème. Il y a une partie de négociation qui aurait dû être menée jusqu'au bout, qui n'a pas été faite. La preuve, c'est comme ça qu'a été déclenchée la guerre, je le rappelle, en pleine négociation. Mais pardon, est-ce que vous dites un peu, si c'était la France, si l'Iran criait, alors elle a eu crié aussi mort à la France, mais si à chaque manifestation depuis 47 ans, il criait mort à la France, mort à la France. Je rappelle que le CENTCOM a été créé en grande partie après 79 contre les soviétiques en Afghanistan et contre l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de compte à régler entre les États-Unis et l'Iran qui remonte quand même là. Non mais on est d'accord, mais le résultat, c'est qu'on monte une opération qui est une opération dont je reviens sur les noms ronflants, parce que ça aussi c'est très significatif d'une sorte d'hubris qui est en fait une révélation d'impuissance tactique, c'est tout. On a beau dire, on a le marteau le plus fort de la Terre, si le marteau n'a pas le résultat que l'on attend, eh bien c'est le petit, même si on l'aime pas,
qui est pas mort sous le marteau, qui a gagné. Donald Trump, concernant ces destructions potentielles de ponts, a lâché ce mot. On a reparlé quand il revenait de Chine dans son avion Air Force One. Les heures sont longues, donc il a parlé à des journalistes. Et il a évoqué le fait d'avoir été très gentil. C'est cela qu'il a dit exactement, Darius, en disant que justement il n'avait détruit qu'un pont, et même une moitié de pont, puisque c'était un pont en construction, ce fameux pont dans la banlieue de Téhéran, en Iran. Mais je rappelle, parce qu'il faut vraiment le dire, que le droit de la guerre effectivement interdit la destruction délibérée d'infrastructures civiles comme moyen de coercition envers un gouvernement. Donc on comprend quand même que Donald Trump, là pour le coup je comprends la mesure de Donald Trump. Et pour revenir à Lindsey Graham, dont vous nous avez diffusé le son, c'est-à-dire le fait qu'il y ait effectivement aux États-Unis aujourd'hui, et pas depuis récemment, depuis toujours, effectivement une frange des républicains qui veulent être beaucoup plus actifs, eh bien je crois que Lindsey Graham il tient ses propos parce que justement le statu quo dans lequel nous sommes aujourd'hui rend tout le monde fou. Et regardez, quand on est dans le statu quo, on veut une action militaire. Et moi je suis plutôt assez heureuse que Donald Trump soit en train de réfléchir à s'il va le faire ou pas. À l'instant, regardez les nouveaux tweets que diffuse Trump. Alors là, dans le genre évidemment très grandiloquent. Alors il y a beaucoup d'images avec le bouton rouge, beaucoup d'images sur le thème. Alors expliquez-nous, général. C'est la Space Force, hein, c'est la force de l'espace. C'est vous qui avez travaillé avec les Américains. C'est vous le spécialiste. Ah mais là, il a mis des lunettes à la Emmanuel Macron. Non, mais ils ont même de cravate, je crois. Donc là, il y a quand même des choses à dire sur cet emploi de la force. D'abord, ils ont traité, semble-t-il, 25 000 cibles, essentiellement, disent-ils, militaire, et c'est bien possible. Alors, l'idée on n'a pas assez frappé de la part des Israéliens, et donc il faut continuer, c'est une idée, c'est complètement crétin. Complètement crétin. D'abord parce que la loi des rendements décroissants s'applique massivement à n'importe quel plan de frappe. Ce que vous avez frappé le premier jour, le 25e jour, ça va. Ensuite, il y a le fait ils ont bombardé pendant je ne sais plus combien de jours, est-ce qu'ils ont gardé pour après des cibles qui étaient meilleures qu'au début? Non, ils ont ciblé au début ce qu'ils pensaient faire le plus mal. Et puis plus ça allait, et moins ils avaient de cibles. Donc maintenant, s'ils reprennent le bombardement, tout ce qu'ils sauront faire, c'est traiter des cibles de catégorie D, E, F, des cibles de merde qui rapporteront rien. Et maintenant, si jamais ils rentrent dans cette destruction totale, ça peut faire changer la guerre de forme. D'accord, mais avant que le régime iranien ne meure, il aura ravagé le Golfe Persique, les centrales nucléaires, les usines de désalinisation d'eau, et il y a 35 millions de personnes qui vont devoir changer vite fait de style de vie. Donc les Iraniens tiennent Trump autant qu'il le tient eux. Regardez la succession très impressionnante de tweets et d'images produites par le président des États-Unis et son équipe de il écrit même plus, Darius. Voilà, c'est que des images. Une série d'images. Alors celle avec un bouton, imaginez le bouton de la décision ou autre. Il y a celle où effectivement il y a la Space Force, donc c'est la force de l'espace qui d'après lui voit exactement où se trouve l'uranium 24 heures sur 24. Il dit même qu'il y a 9 caméras qui seraient disposées, qui permettent de voir là où est l'uranium. Alors les messages là, encore une fois, où c'est de la pression grandiloquente pour faire plier les Iraniens, ou c'est l'annonce d'un bombardement potentiellement beaucoup plus musclé. Moi j'ai une théorie, je me permets juste, c'est qu'il parle avec les images d'illustration qu'on a vues des Iraniens. Ces dernières semaines, les Iraniens ont parlé comme ça. Ils ont fait des images d'illustration qui n'avaient pas... On ne sait pas qui a commencé le premier, Isaac. Là, c'est franchement l'un et l'autre. Mais bon, ils se répondent. Les images au même niveau qu'on a reçues sont assez récentes, un peu comme ça, d'illustration. Avant, il y avait quand même un peu plus de réalisme et de réalité. Après, moi, je voudrais répondre à mon cher voisin, fondateur du GIGN à côté de nous, que je remercie parce qu'il a beaucoup fait de belles choses en France. Mais je suis surpris parce que votre approche même, votre cœur de métier a été de la dissuasion militaire. Quand j'ai une opération, je viens avec l'armement, les gros bras, et en même temps, j'ai le négociateur. Eh bien, bienvenue dans le monde de Trump. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, toi, je ne vous comprends pas parce que vous avez dit on a envoyé, mais ça n'a pas servi. Mais c'est ce que fait le GIGN aujourd'hui contre toute attaque à peu. Alors, expliquez-nous. Mais en tout cas, à petit niveau, c'est qu'on arrive avec les gros bras, on fait la dissuasion, on vient avec un armement d'Américains, de cow-boys, et derrière, on amène le négociateur. Ben, c'est exactement ce que fait Trump. De toute façon, avouons qu'on vit là des heures inouïes. Personne, il y a 10 ans, n'aurait imaginé qu'un président des États-Unis tweete ça. Et avouons les choses, personne n'aurait imaginé non plus
les vidéos des Iraniens avec les mignons, etc. Ni l'un, ni De toute l'autre. façon, là, on sort de la... On n'est plus du tout... Non, Mais vraiment, dites-moi, ça peut correspondre à quoi réellement? Quel bombardement les Américains peuvent faire qui changerait par rapport à la première vague? En fait, les Américains, si vous voulez, sont en train d'utiliser la même méthode, mais de chercher la rupture. Et donc la rupture, selon Lindsey Graham et certaines des personnes qui entourent Donald Trump, ce serait, et Aniva en a parlé, le ciblage sur de l'infrastructure à usage dual. Donc l'énergétique, les nœuds ferroviaires, les ponts, etc. En se disant, à partir de là, on va déclencher une telle douleur, attention, à travers la population, que celle-ci va devoir sortir. Le régime, qui selon eux est très affaibli, finira par s'effondrer. Quand ? Ils ne le savent pas, personne ne peut le dire. Parenthèse, mais dans la guerre d'Irak, j'avoue que je me souviens mal, pendant la guerre d'Irak, donc contre Saddam Hussein, il y avait eu des bombardements d'infrastructures aussi, à grande ampleur. Général, vous souvenez-vous ? si vous voulez, Non, on n'a pas ramené l'Irak au Moyen-Âge. Il n'y avait même pas eu besoin. Il n'y avait même pas eu besoin. Mais le régime est tombé. Là. Oui, vraiment, c'était pas la même situation. Cela dit, il faut quand même rappeler, l'Irak, c'est 5 porte-avions qui sont déployés, c'est 330 000 hommes au plus fort qui sont pareillement, ils ont été plus forts troupes dès le départ. qui sont déployées avec ce qui s'appelait le Surge, qui intervient, je crois, c'est 2007 ou 2008, après l'initiation du conflit en mars 2003. Donc du point de vue du dimensionnement, c'est complètement différent. Et l'occupation terrestre était matricielle dans cette opération. C'est c'est ce à quoi Donald Trump se refuse sur l'Iran, et c'est la raison pour laquelle la rupture qui est recherchée au sens stratégique n'interviendra pas si on refait simplement la même chose, mais parce que la banque de cibles militaire est donc quelque part légitime, entre guillemets, parce que je rappelle que c'est une opération qui contrevient au droit international, elle est épuisée. Et donc, on bascule sur, alors le général Yakovlev parlait effectivement de cibles de catégorie C, D, E, en clair, de l'infrastructure civile, avec toutes les controverses que ça provoquait, sans aucune garantie que ça ne produise d'effets stratégiques. Vos avis là-dessus, s'il vous plaît. Je reste à cette série de tweets très impressionnants de Trump, semblant dire, vous allez voir, le feu va... Voilà. Alors ça, c'est le premier tweet qu'il a envoyé, qui donne le ton de toute cette soirée en disant, et je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, simultanément, réunion autour de Trump, réunion autour de Benjamin Netanyahou, et l'hypothèse qui est une deuxième campagne, peut-être de l'ampleur de celle du 28 février, peut-être même supérieure. Dans tout cette espèce de grandiloquence, toutes ces images d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous retenez, encore une fois, pas en termes de jugement, mais en termes de ce qui pourrait tenter ? Déjà, moi, je commente pas la pornographie militaire, si vous voulez. La destruction comme ça, pour le fan, ça lui plaît, c'est son truc. Non, je l'ai dit tout à l'heure, les objectifs. Il n'y a pas de cible militaire qui n'est pas traitée, sinon ils auraient continué. Vous voyez, ils ont fait le tour. Donc maintenant, c'est des cibles qui sont de fait des crimes de guerre, en fait, de masse. Et j'espère qu'il reste encore assez d'honneur pour un certain nombre de militaires américains, y compris les pilotes, pour qu'ils se disent qu'il est temps que je m'en serve. Moyennant quoi, je maintiens, les Iraniens ont menacé ouvertement de faire la même chose dans le sud du Golfe Persique. Et là, on change de dimension pour tout le monde. Donc il n'y a pas de solution militaire à l'heure actuelle. Point. Mais Général Yakovlev, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire si les Américains n'ont plus de cible militaire, ce que je trouve étonnant, plus importante à frapper que ce qu'ils n'ont déjà fait, vous êtes militaire, que leur conseillez-vous de faire ? C'est-à-dire ils sont vaincus. Dans ces cas-là, ils sont vaincus. Et comme ils n'arrivent pas à négocier, que devrait être la situation ? Alors je suis pas le CMA américain, mais je dirais maintenant, on arrête les conneries et maintenant on se met dans le mode discussion. Oui, mais ils y sont dans le mode discussion. Oui, on a perdu, c'est tout. Mais personne ne dit oui, on a perdu. Vous voyez les Américains dire ça, c'est impossible. Ludendorff et Hindenburg ont dit en octobre 1918, c'est fini, c'est pas encore plié, mais c'est fini, il va falloir négocier. On ne peut pas dire que l'armée américaine, soyons quand même... c'est pas possible. Mais c'est ce que les Américains ont dit au Vietnam. D'accord, mais général, il y a un moment où on arrête. Non, mais il y a combien de morts américains ? Là 13 ou 14 ou 16, je ne sais plus. On ne peut pas dire que les États-Unis non, mais la question par l'Iran. On ne ramène pas la mesure de la guerre aux morts qu'on a eues ou pas, ni même d'ailleurs les morts qu'on a infligées. Là, ils sont dans une impasse stratégique totale. Donc le militaire dit, je n'ai pas de solution pour sortir de cette impasse. Alors vous trouvez autre chose. Voilà, point.
Léon Panetta, excuse-moi. Attendez, je vous donne tout de suite la parole, mais je passe juste par Michel Polaco, qu'on ait l'avis et les contre-avis, parce que Michel Polaco, vous avez un avis différent souvent, Jean Yakovlev. Jean Yakovlev vient de dire, les Américains ont perdu, ils n'ont plus qu'à partir la queue basse, quoi, en gros. Voilà. Comment ? Ils viennent en France. Voilà. Alors, Michel Polaco, vous avez souvent défendu l'avis inverse. Votre avis est encore une fois ramené à ce qui se passe maintenant. Je vous rappelle cette situation où Trump a multiplié les tweets annonciateurs d'une action de force, réunion à Washington, réunion autour de Netanyahou en Israël. Écoutez, je ne suis pas aussi méprisant et suffisant, et donc je pense qu'on peut regarder les choses d'une manière un petit peu plus clairvoyante et sans passion. Les Américains sont effectivement dans une situation difficile parce que la guerre est quelque chose de difficile. Il est vrai que on sort ou plus ou moins d'une période de drôle de guerre avec des négociations qui étaient quand même constellées d'actions militaires, d'opérations menées notamment par les Iraniens. Bon, c'est vrai que ça bouge pas, les négociations n'avancent pas. Mais il y a quand même des choses qui ont complètement bougé. Il y a des bateaux qui sortent du Golfe, il y a des actions menées par les Iraniens qui ne les honorent pas, notamment d'attaquer directement des centrales nucléaires comme aux Émirats arabes unis. Les Iraniens nous ont démontré depuis un mois maintenant bien passé qu'ils ont plus les moyens de lancer des gerbes de drones et des gerbes de missiles balistiques. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Manifestement, le président Trump ne voulait pas s'attaquer aux infrastructures civiles et énergétiques de l'Iran. Bon, peut-être qu'il va être obligé d'en arriver là. Qu'est-ce que ça change, Michel Polaco ? Dans les semaines qui viennent, Michel Polaco, je termine, à moins que dans les semaines qui viennent, il y ait des négociations qui puissent reprendre. Qu'est-ce qu'il peut obtenir ? Je vous pose la même question et vous allez pouvoir répondre sur ça, mais qu'est-ce qu'il peut obtenir en frappant certains objectifs, disons, civils, énergétiques ? Non, mais il faut poursuivre, je dirais, la désespérance de l'adversaire. Ce qu'il peut obtenir, c'est d'abord d'être patient, deuxièmement, de les laisser s'épuiser, et troisièmement, c'est qu'il finira par arriver à faire partir les mollahs, et il finira par arriver à leur faire épuiser tous leurs moyens militaires offensifs. Et déjà, ce sera une très grande victoire. Général. Oui, alors j'ai peut-être plus de suffisance que vous, Monsieur Polaco, mais j'ai pas entendu quelle était votre solution militaire, là. Si vous pouviez nous éclairer, ça serait bien pour moi. Merci. Alors, écoutez, d'abord, je n'ai pas l'honneur d'être général, n'est-ce pas ? Contrairement à d'autres qui sont généraux et qui n'ont pas de solution à proposer, sinon de rendre les armes et de partir la queue basse, ce qui n'est pas très honorable pour un général. On en a connu. Je dirais tout simplement que je répète la même chose depuis des semaines. Oui, la queue basse, oui, j'ai dit ça. Je répète la même chose depuis des semaines. Je pense qu'il faut savoir continuer à jouer avec le temps. C'est ce que fait le président Trump. Il faut continuer à essayer de jouer avec l'épuisement de l'adversaire et son épuisement d'armement offensif. Et je pense que peut-être, si on veut mener des opérations militaires lourdes, il faudra s'attaquer aux côtes de l'Iran et à tout ce qui gêne la circulation dans le détroit d'Ormuz, qui reste le seul point véritablement fort dont peuvent se servir les Iraniens aujourd'hui en matière politique, médiatique et militaire. Alors, si on regarde, je fais appel à tous ici, si on regarde les quelques... Alors, d'abord, il y a évidemment les tweets produits par Trump lui-même. Il y a les moyens, si on s'accroche aux signaux objectifs. C'est la déclaration du président Trump disant « Le temps est compté pour les États-Unis. L'horloge tourne, dit-il. » Il y a ces images des avions C-17, avions de transport C-17, qui se dirigent maintenant vers le Proche-Orient, qui transportent vraisemblablement une grande quantité de fournitures militaires et de munitions dans la région. Le commandant Proutot entrait aussi dans la discussion. Alors là, on voit la rotation, ceux qui partent, ceux qui viennent. Que diable peuvent-ils avoir à amener en plus et encore ? D'abord, il faut faire fonctionner tout ce qui est déjà sur place. Tout le monde oublie que les gens, ils mangent, ils boivent. Il faut de l'infrastructure, de la logistique. Et que je m'étonne qu'on s'étonne qu'il y ait un pont aérien pour alimenter. Il y a quoi ? Il y a 10 000 hommes en tout, plus... plus 50 000. Oui, largement... beaucoup plus. Non, mais je ne parlais pas que des marins. Je parlais des... Et si on compte tous ceux qui sont déjà sur place, vous avez raison. Au total, 10 000 plus quoi ? 10 000 plus 50, 10 000 plus 40, 50 000 plus 40. C'est un pont aérien qui est nécessaire, rappelez-vous, mais on a même eu des images, et je pense que les Américains n'ont pas envie qu'on les revoie, de plateaux à moitié vides, avec des gens qui se plaignent
plaignait de ne pas avoir peut-être la nourriture qu'ils voudraient. Alors, toutes les sorties, c'est du pétrole. Il faut ravitailler, il faut des ravitailleurs. Donc, je pense que c'est pas vraiment significatif du début d'une attaque. C'est le fait de faire fonctionner ce que l'on a déplacé sur place. Le point de vue militaire, encore une fois, on reviendra au débat, mais j'aimerais que vous restiez un instant sur le point de vue strictement militaire. Les A-10, les Apaches, les Osprey, les F-16, enfin cette succession de moyens, notamment aériens, arrêtons-nous un instant là, qui sont maintenant mis à disposition, si on rapporte ça aux déclarations de Trump et aux images de Trump. Quelle est la campagne qui peut s'annoncer là dans les prochaines heures, puisque je rappelle, Netanyahou est dans son cabinet de guerre. Ce sont des moyens magnifiques, très efficaces et tout, et il n'y en a pas assez pour faire plier l'Iran. Point. Voilà. C'est tout. C'est très beau et insuffisant. Voilà. Mais on peut les montrer. Vous savez, votre collègue ce soir, Delahousse, qui est dans le sud, à Cannes, il a reçu John Travolta, il lui a dit vous incarnez le rêve américain, et il a dit une phrase qui est tout à fait vraie, qu'aux États-Unis, tout est possible. En France, tout est un problème. Et quand on le voit sur le plateau, mais c'est des clichés peut-être simplistes, mais il faut comprendre qu'ici, on a l'impression que tout devient un problème. Il y a effectivement des défis, il y a des challenges militaires, logistiques. On a quand même une première puissance militaire en face de nous, dont vous avez, Monsieur le Général, vous avez quand même travaillé avec eux, et donc vous avez quand même reconnu leur capacité. Moi, j'avais une question pour vous. Si le 27 février, on se serait vu sur ce plateau, et que je vous aurais dit, vous savez, les Américains sont capables, en 24 heures, avec les Israéliens, de tuer l'ayatollah Khamenei et de tuer ces 50 personnes qui l'entouraient en un coup. Est-ce que vous m'auriez cru ? Oui. Probablement que non, comme on le voit maintenant. Je vous aurais cru et je vous aurais dit oui, et on fait quoi après ? Moi je vous repose la même question. Qu'est-ce qu'on fait depuis 47 ans ? Mais c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Les Américains ont décidé. Ils ont décidé, vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas prévenu. Et après, vous dites, c'est à vous. Moi, je vous dis, ça fait 47 ans que ça dure. Ils ont décidé. Vous savez, c'est comme à l'école. Excusez-moi, c'est comme à l'école. Vous avez le petit camarade. J'ai fini un petit camarade qui, depuis le CP jusqu'en terminale, il n'arrête pas de m'insulter, de me cracher dessus, de me dire tout le nom. À un moment donné, je le prends, je le casse sa figure. C'est ce que font les Américains aujourd'hui, tout en essayant de trouver des solutions. Même si on aurait bien aimé que depuis 47 ans, tous les pays qui aujourd'hui nous font des leçons de morale auraient pu aider à trouver des solutions pérennes. Alors, c'est trop facile de créer un problème de cette ampleur-là, de cette complexité-là, et de dire après aux Européens, ça fait 47 ans, et maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait, etc. Nous, déjà, on n'aurait pas créé ce problème, pas à ce point-là. Oui, non. Il y aurait une solution. Alors maintenant, comme on dit en américain, you break it, you own it. Tu l'as cassé, c'est à toi. Démerde-toi avec ta guerre. C'est ce que fait Trump. Moi, j'avais une question pour Christian, si vous permettez. Léon Panetta, qui était tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, Général. Léon Panetta, l'ancien patron de la CIA, lors d'une interview sur LCI avec Margot Haddad, a dit exactement ce que vous disiez, et dit qu'il était sidéré, c'est le mot qu'il a utilisé, il me semble, d'apprendre que Donald Trump n'a pas pensé à ce que le détroit d'Ormuz deviendrait la première arme des Iraniens dès que la guerre éclaterait. Première chose. Et là, avait une question pour vous d'ailleurs, pour reprendre ce que préconisait Panetta, qui dit qu'il n'y a pas de solution sans troupes au sol. Lui, il est très clair. C'est l'ancien patron de la CIA. C'est lui. Non, mais juste la question, c'est la suivante. C'est lui qui a, vous le savez, pris Ben Laden, liquidé Ben Laden. Et lui, il dit la seule solution, à part les troupes au sol, ça aurait été d'abord qu'on force le détroit, mais le premier jour, ils l'ont pas fait. C'est peut-être de prendre des îles. Alors, est-ce que vous pensez qu'à part les troupes au sol, il y ait une autre solution militaire? Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution militaire. La réponse, elle est nette. Telle que c'est présenté depuis le début, les États-Unis ont englouti dans cette affaire pratiquement plus de 50% de leurs réserves, ce qui pose d'ailleurs vis-à-vis de la Chine un certain problème, je pense, parce que ces réserves étaient au départ des réserves faites pour la défense des États-Unis. Bon, à partir du moment où, pour faire une opération où on a tapé, comme le rappelait le général Yakovlev, sûrement des points qui étaient importants, mais quand on voit le nombre de munitions qui a été utilisé, ça voudrait dire qu'il y a en face, si ces points ont bien été choisis, qu'il n'y a plus rien. Sauf qu'on s'aperçoit que tout était en dessous. Donc le renseignement était foireux. On a tapé sûrement, peut-être, ce qu'on appelle, nous, des leurres, ou de la déception. Peut-être aussi des objectifs, je ne nie pas, mais pas suffisamment pour pas qu'il y ait une réponse potentielle qui amène à se poser la question,
Et maintenant, on fait quoi ? Michel Polaco, et maintenant on fait quoi ? Expliquez-nous le scénario. D'après vous, quand on voit les moyens qui sont engagés, c'est-à-dire notamment les moyens d'attaque aérien de proximité avec le sol, tout ce qui est Hadis, Apache, etc. Quels sont et d'ailleurs des bombardements lourds, il y a aussi des bombardiers lourds qui sont là, notamment les F-35. Quel est le scénario ? C'est léger. En tout cas, les moyens de bombardement. Quand ça marche. C'est le porte-parole du Rafale qui parle. Michel Polaco. Tout à fait d'accord avec ce que disait le commandant Proutot tout à l'heure sur le pont aérien, qui évidemment est incessant, mais je crois que les Américains, en dehors du soutien, c'est-à-dire le déplacement de tous ces avions, de tous ces bateaux qui amènent des munitions, des vivres, etc., des relèves aussi, je pense que tous les moyens nécessaires sont là. À moins que les Américains décident d'envahir l'Iran, et ils n'ont pas démontré qu'ils voulaient le faire, et ils n'ont pas mis sur place les moyens pour le faire, je pense qu'ils ont simplement les moyens pour faire ce que je vous ai plusieurs fois dit et répété tout à l'heure, c'est-à-dire s'attaquer, par exemple, à tout ce qui bloque le détroit d'Ormuz, par exemple à des infrastructures duales, civiles et militaires, énergétiques, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que ça, parce que qu'est-ce que vous voulez quand on fait la guerre à un pays ? Regardez, pendant la dernière guerre, on détruit les gares, les voies ferrées, les ponts, on détruit tous les bâtiments qui aident à la communication, etc., etc. Donc voilà, les Américains pour l'instant n'ont pas décidé de le faire, mais ils ont tous les moyens nécessaires pour le faire aujourd'hui, qui sont sur place, soit en mer, soit sur des bases aériennes à proximité. Et même des moyens qui peuvent venir directement des États-Unis s'il fallait des moyens lourds. Quand on voit les moyens de débarquement, notamment ces fameuses barres géantes LCAC qui permettent d'arriver sur une plage, si tant est qu'il y ait, je sais pas, où il y a des plages et des beaches. Pas beaucoup de plages. Il n'y a pas beaucoup de plages là-bas. Il n'y a pas beaucoup de plages, il y a beaucoup de falaises, mais enfin, il y a quand même quelques plages et quelques îles importantes. Voilà. C'est pas terrible, les plages. Souvenez-vous de Sford, souvenez-vous de Juno, souvenez-vous de toutes les plages du débarquement. Ça a été un massacre, il y a eu 50 000 morts le premier jour. Donc si vous voulez, non, je ne crois pas que les Américains ont l'intention de se lancer dans un truc pareil. Général, sur le scénario, s'ils tentent quelque chose, parce que s'ils refont quelque chose, ça ne peut pas être la même chose que ce qu'ils ont fait pendant 40 jours, ça c'est sûr. C'est le problème. Voilà, c'est sûr. Ils ne peuvent pas refaire la même chose, comme je disais, loi des rendements décroissants et le fait que le catalogue, ils l'ont traité, a priori. Donc, faire autre chose, comme disait Michel Polaco, effectivement, on peut casser toute l'économie du pays, etc. C'est pas parce qu'on l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale que maintenant c'est pas considéré comme un crime de guerre, c'est un crime de guerre, point. Et le pilote est concerné par ce crime de guerre. On n'est pas obligé d'être général 4-star pour avoir à s'expliquer. Le cas échéant devant son créateur plus tard, dans quelques années. Bon, et la solution au sol, dégager le détroit d'Ormuz, non. C'est 300 km en gros de trucs, sur en gros 100 km de profondeur, parce que c'est la portée des missiles antinavals des Iraniens, etc. Donc il faut mettre les bateaux hors de portée des observateurs et des tireurs et des missiles et tout. Cette opération-là, elle n'est pas à la mesure, je ne sais même pas si elle est à la mesure du corps des Marines au complet, rassemblé jusqu'au dernier cuisinier. Donc même si Trump en voulait, et ce n'est pas le cas, les moyens, ils ne les ont pas. Donc il ne faut pas se laisser intoxiquer par la puissance américaine, ce n'est pas de la toute-puissance. Qu'il soit plus puissant que nous, il n'y a pas de débat. Qu'il soit suffisamment puissant pour régler le problème, non. Prendre Ormuz, c'est impossible donc d'après vous, militairement, Michel Polaco ? Non, moi je pense que c'est faisable, évidemment, avec un peu de casse. Et vous savez, les généraux allemands en 1944 ou les amiraux japonais étaient tous persuadés qu'ils pourraient battre les Américains. Et pendant ce temps-là, toute l'industrie américaine tournait à plein et sortait des centaines d'avions par jour, des centaines de bateaux par mois. Ils ont fabriqué une vingtaine de porte-avions en pleine guerre, etc., etc. Aujourd'hui, les Américains, ils ont mis en route leur industrie. Elle tourne à plein et je ne suis pas très inquiet sur leurs munitions et sur leurs moyens. En revanche, c'est vrai qu'ils ont choisi un mode de guerre qui est un mode de guerre dans lequel on ne
tue pas, où on essaye de tuer un minimum de civils et où on détruit un minimum d'infrastructures civiles. Bon, peut-être qu'ils vont être obligés de s'attaquer quand même aux infrastructures pétrolières du détroit d'Ormuz et notamment aux îles et aux terminaux. Ce serait quelque chose qui aurait un sens, à mon avis. Ça coûterait cher à l'Iran, ça coûterait peut-être cher aux autres, mais de toute façon, ce serait d'une grande efficacité. Michel Polaco, restez avec nous quelques instants, s'il vous plaît. Point d'étape, à l'heure où nous parlons. Donc, on comprenne bien ce qui est en train de se passer si vous nous rejoignez. Donc, réunion du conseil de guerre, du cabinet de guerre autour de Netanyahou. Il y a ce qui se passe aussi aux États-Unis, où sont venus conseiller Trump, Vance, le vice-président, Rubio, le secrétaire d'État, Ratcliffe, le patron de la CIA, Witkoff, le négociateur, sur une possible opération militaire à laquelle Israël pousse beaucoup. On reviendra en Israël dans quelques instants, nous y serons en direct, mais très visiblement, et à nouveau, c'est vraiment le nucléaire iranien qui est au cœur de la cible américaine. Écoutez, Trump qui s'exprime à ce sujet et qui, c'est intéressant, compare la possibilité américaine aux Chinois. À un moment donné, soit nous interviendrons, soit nous nous emparerons. Je pense qu'on va probablement s'en emparer. Mais si on n'y parvient pas, on interviendra. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'enlever, parce qu'ils n'ont pas la technologie pour le faire. Ils n'ont pas le type de tracteur nécessaire. Ils m'ont dit directement que les seuls à pouvoir l'enlever sont la Chine ou les États-Unis. Nous sommes les seuls à disposer de l'équipement. Cela étant dit, je veux m'en occuper. Et ils ont accepté. Mais ensuite, ils sont revenus sur leurs paroles. Mais ils finiront par accepter. Voilà, quelle est la part de réalité, quelle est la part de bluff? Il faut voir ou revoir le tweet qu'il a publié il y a quelques instants où il met l'insigne de la force de l'espace qui, dit-il, est capable de tout voir. Il y a un petit côté... Comment c'est sur les billets c'est sur le dollar qu'il y a l'œil. Oui, ça ressemble un petit peu. L'œil, ça représente quoi l'œil? C'est Dieu? C'est la divinité? C'est des Illuminati. C'est le symbole des Illuminati. Le billet américain, non. Pas sur le billet, bien sûr. Pas sur le billet. Mais c'est le symbole des Illuminati. On demandera à Alain Boer, parce que les francs-maçons sont spécialisés dans les machins là, avec des triangles. Trump dit, nous avons 9 caméras dans l'endroit où sont stockés les matériaux d'uranium enrichi de l'Iran. Nous connaissons également les noms des personnes, je cite, c'est du Trump, nous connaissons également les noms des personnes qui se trouvent à proximité. 50% d'entre elles s'appellent Mohamed. Bien sûr, c'est en Iran. C'est plutôt Hussein, en Iran, c'est pas Mohamed. Donc déjà, si vous faire du mot vaseux, il ferait mieux de se renseigner, parce que non, dans ça, c'est tout à fait méprisant. Dans le monde chiite, c'est Hussein, pas Mohamed. C'est tout à fait méprisant. Tant qu'à faire, pour faire des blagues vaseuses, autant les faire juste. Et il y a beaucoup de Darius et de Cyrus et quelques prénoms plus anciens. Très joli. Non, mais il a également dit qu'il n'avait pas de tracteur en Iran. Là, si on a bien entendu, je crois qu'on a tous bien entendu que les Iraniens ne possèdent pas de tracteurs capables de déblayer les gravats qui se sont accumulés depuis les 40 jours de frappe. Quelle est la part, d'après vous? Permettez-moi d'en douter. Quelle est la part de bluff, ou quand il dit, parce que là c'est très concret, quand il prétend que ces moyens, uranium, satellite ou autres, permettent de voir exactement où se trouve l'uranium enrichi et qui s'en approche. Est-ce que ça vous paraît crédible? Non, bien sûr. Ça, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un réseau satellitaire américain, et si vous voulez, c'est ça, ça fait pas que partie de la Space Force. Mais il y a une espèce de marvelisation. Mais sous quelle forme? Juste un instant très concret. Comment les États-Unis pourraient vraiment... Il y a des capacités de captation, donc d'imagerie satellitaire, avec un réseau qui est quand même dense au-dessus de la zone. Les Américains, on le sait, sont les mieux pourvus au monde, et il y en a certains qui ont rigolé quand la Space Force a été créée en 2019. Aujourd'hui, son budget pour les États-Unis pour l'année en cours, je crois, c'est quelque chose comme 40 milliards de dollars. Plus personne ne rigole, tout le monde veut en gros la même. Général Duttard tout à l'heure disait, il n'est pas impossible qu'ils aient même descendu des mini-caméras. Ça fait partie des scénarios dans certains lieux clés et qui filment en permanence. Le souci, si vous voulez, et il y a des exemples quand même relativement récents qui montrent qu'il y a une culture des tunnels qui fait que même quand vous avez un réseau satellitaire extrêmement dense avec des capacités de captation à vision thermique, tout ce que vous voulez, infrarouge, etc., qu'il y a quand même des choses qui vous échappent et qui vous empêchent de savoir exactement ce qui se passe. Donc il y a quand même, malgré tout cela et toute cette technologie, et je crois que cette guerre en est un révélateur, une part d'incertitude incompressible qui fait que même quand vous avez beaucoup de matériel mais que vous n'avez pas forcément de bonnes idées ou que vous en manquez, vous enchaînez des succès tactiques d'un point de vue opératif, mais qui donnent à la fin une grande défaite stratégique qui ressemble
à mon humble sens, à ce qu'on voit en ce moment au niveau du détroit d'Ormuz notamment, mais pas seulement. Michel Polaco, là-dessus aussi, exactement, techniquement, d'après vous, quels sont les moyens qu'ils ont? Parce que là, on est au cœur de ce qu'ils vont pouvoir tenter ces prochaines heures, le cas échéant, pour savoir exactement, 1, où est l'uranium, 2, où sont les entrées, 3, ceux qui sont les Iraniens qui sont prêts de pouvoir l'utiliser. Je suis très dubitatif sur la capacité à détecter la présence de l'uranium enrichi à 60%, avec des moyens spatiaux et même avec des moyens aériens, parce que c'est un uranium qui est très très peu radioactif et qui en plus probablement doit être plus ou moins caché ou enterré. Mais cela dit, les Américains disposent de toute la panoplie et pour le renseignement, on ne peut pas nier, comme le disait Gallagher Fenwick, qu'ils ont des moyens satellitaires, des moyens aériens, des drones, qu'ils ont des moyens terrestres, qu'ils ont des renseignements d'origine humaine aussi à leur disposition, qu'ils ont les Israéliens qui les aident beaucoup. Donc je ne doute pas qu'ils aient beaucoup d'informations. En revanche, je pense qu'il manque d'informations qui soient déterminantes pour monter des opérations militaires en ce moment. C'est pour ça qu'à mon sens, pour l'instant, ils font traîner et ils promènent le chien. Absolument. Il ne voit que la surface. Alors il la voit très bien, mais il ne voit que la surface. Il ne voit pas en dessous. En plus de ça, quand ils ont bombardé en juin dernier, d'après ce que j'ai compris, ils bombardaient entre autres là où il y avait l'uranium. Et ils ont creusé des doubles trous, c'est-à-dire leurs bombes sont très précises. Leur première bombe ont fait un trou et la génération suivante a pris le même trou pour aller plus profond. En d'autres termes, personne ne sait, et sans doute même pas les Iraniens, dans quel état sont ces containers, où sont-ils, pour y accéder. C'est pour ça que Trump parle de technologie minière. Ah ouais, il va falloir de la technologie minière de chez technologie minière, là, pour refaire des tunnels qui ont été effondrés, pour les consolider au fur et à mesure, pour aller chercher en profondeur. Soit dit en passant, les Suédois et les Norvégiens et les Australiens sont très bons en technique minière. Il n'y a pas que les Américains et les Chinois. Général, expliquez bien là votre histoire des 2 trous, parce que j'ai pas très bien compris. Si. La première bombe. Non mais laissez-le expliquer. Alors les 2 trous. Bon, les B2 qui sont venus avec leur. Non mais ne me parlez pas comme un demeuré non plus. Il ralentit regardez, il ralentit le mouvement. Il dit alors là vraiment. La bombe qui creuse. Là j'ai affaire à un demeuré. 30 mètres de profondeur. Donc la première bombe descend et fait un trou. La deuxième bombe descend, emprunte le trou. Il est allé péter plus profond. Voilà. Alors, ils ont tiré 14 bombes. L'administration Carter, qui les avait achetées, en avait acheté 20. En d'autres termes, il leur en reste 6. Ce sont des données du Congrès. Donc, vous voyez, la toute-puissance américaine, il leur en reste 6. Ça a été évoqué, pardonnez-moi, ça a été effectivement évoqué, mais je lisais ça sur un article de la presse spécialisée qui disait qu'il en restait 5 ou 6 et que justement, les militaires ne veulent pas tous les utiliser parce qu'ils veulent en garder au cas où il y a un besoin majeur ailleurs, dans un autre coin du globe. Au cas où ils sachent vraiment où il faut taper. Oui, par exemple. Et par conséquent, ces quelques bombes qu'il leur reste, qui pèsent 14 tonnes, vous avez expliqué combien cela pouvait provoquer des dégâts, eh bien, ils ne peuvent pas les utiliser comme ça indéfiniment parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Et pour rappel, c'est quand même, parce qu'on parlait des satellites, c'est 6 à 8 000 satellites, les Américains. Les Chinois en ont 1000. La France en a entre 20 et 30. Ah mais c'est pas 10 000 satellites d'observation. Non, mais de manière SpaceX générale, ne voit rien. De manière générale, donc il faut remettre les choses en perspective. Et là, moi je suis convaincu, ma lecture de la visite de Trump en Chine, c'était aussi pour leur dire ne donnez pas l'accès à vos satellites ou les informations aux Iraniens. Parce que on le veut pas, sur ces plateaux pendant longtemps on a dit mais il va se faire dégommer en Chine, il va arriver faible. Au final, ça s'est plutôt bien passé, ils se sont bien entendus, ils ont eu des déclarations communes sur l'Iran dont on pensait que la Chine avait choisi son camp d'une certaine manière. Mais oui, et donc je suis convaincu qu'aujourd'hui les Américains ont demandé aux Chinois si vous voulez que le détroit d'Ormuz, puisque c'est le point le plus important pour les Chinois notamment pour relancer leur économie, qu'il soit débloqué, il faut absolument au moins nous laisser finir le job et ne pas aider l'ennemi iranien.
le temps qu'on finisse cette opération et qu'on sécurise l'uranium. Alors 2 choses, Isaac. La première, c'est que quand votre ami Donald Trump demande à Xi Jinping, est-ce que vous pourriez arrêter effectivement, parce que les Chinois le font, on le sait, de donner de l'imagerie satellitaire aux Iraniens afin que leurs frappes soient de plus en plus précises. Je rappelle l'article du Washington Post qui nous donne, je crois, c'est 218 ou 228 bases, infrastructures américaines ciblées avec énormément de précision dans toute la péninsule arabique. Grâce aux Est-ce que vous Chinois. pensez que Xi Jinping, oui, et aux Russes, est-ce que vous pensez que Xi Jinping lui dit oui, monsieur le président des États-Unis, aucun souci, premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que les Chinois vont aider les Américains à résoudre le pétrin dans lequel ils sont mis? Est-ce que vous savez que le pétrole chinois, en l'occurrence, il passe? Le détroit, il n'est pas fermé, il est contrôlé. C'est différent. Il y en a moins qui passent. Parce qu'au compte, les Chinois ont besoin de beaucoup plus. Mais Les Chinois ont besoin de débloquer ce détroit d'Ormuz. Bien sûr, le monde entier. Mais surtout les Chinois, ils dépendent énormément. Pendant toutes les années de boycott, ils ont profité, eux, d'acheter dans ce pays-là, cette région du monde, alors que d'autres pays n'avaient pas l'autorisation d'une certaine manière. Ce qui se passe, en fait, c'est que, on vit un jour sans fin. C'est-à-dire que, moi je ne sais pas si on va repasser par un cycle de haute intensité militaire. À chaque fois que le régime survit à ces cycles de haute intensité, il estime en sortir renforcé. Parce que la force américaine ne produit pas d'effet stratégique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Donald Trump est obligé de revenir à l'option diplomatique, qui devient à chaque fois encore plus compliquée qu'elle ne l'était précédemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inefficience de cette force finit par mettre celui qui l'applique dans une position plus compliquée que celle dans laquelle il était avant d'appliquer cette force. Ça veut dire que quand Witkoff, Kushner et les autres voient Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, à Oman, et qu'il y a une négociation qui est en cours, et peut-être qu'on ne peut pas leur faire confiance, etc. Je rappelle que dans une négociation, on fait rarement confiance à la partie en face. Eh bien, peut-être qu'il y avait le moyen de trouver une solution qui soit moins pénible, mieux sécurisée et plus facile que ne vont l'être celles à venir depuis ces différentes frappes. Ce soir, à l'heure où nous parlons, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir ce qui se passe en Israël. Vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi, vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien, merci d'être là. Arrêtons-nous un instant à Netanyahou. Les dernières nouvelles, donc, c'est qu'on les rassemble. Ils se sont parlé, Netanyahou-Trump au téléphone, 30 minutes, donc c'est une conversation dense. Et ils ont parlé, entre autres, évidemment, de l'Iran, de ce qu'ils feront ensemble. On n'a pas le résultat exact. Raphaël Jérusalemi, est-ce que vous nous confirmez ce soir que la volonté d'Israéliens, dans tous les cas, est d'aller plus fort et plus vite? Oui, un des symptômes, c'est que Benjamin Netanyahou vient de convoquer le cabinet de sécurité restreint. Et lorsque c'est le cabinet restreint, ça veut dire qu'il ne veut pas de fuite et que c'est sérieux. Lorsque c'est le cabinet de sécurité plus élargi, c'est un petit peu de l'esbrouf. Là, je pense qu'il y a quelques décisions à prendre. Il est évident que les Israéliens, eux, sont pour une reprise de l'offensive. Ils étaient d'ailleurs contre le cessez-le-feu dès le départ. Quel est le scénario d'après vous, vu d'Israël? Il y a beaucoup d'informations qui passent par Israël. Netanyahou a répondu aussi à un journaliste, un des canaux de télévision israéliens. Beaucoup de choses passent par là. Quel scénario vu d'Israël? Pour les Israéliens, c'est aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'objectif, c'est la chute du régime. Ce n'est pas nécessairement le cas pour Donald Trump, qui pourrait se contenter d'une reprise des combats courte, peut-être une sorte de coup de poing, mais assez court, et de nouveau réouvrir la porte des négociations, alors que pour les Israéliens, ces négociations ne mèneront à rien. Les gens en face ne sont pas fiables, le régime n'est pas fiable, et toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le plan sécuritaire, financier, énergétique ne seront jamais supprimées tant que ce régime sera en place. Quelle peut être l'action des Américains? Regardez, je ne sais pas si on l'a déjà, un post sur son réseau social de Donald Trump avec le drapeau américain, en surimpression de tout le Proche-Orient. Voilà, c'est cette image qu'a présentée il y a quelques secondes le président américain, où on voit, alors est-ce que c'est le scénario de certaines troupes au sol, troupes commando, des flèches qui partent de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Irak. Alors ils ont des bases. Ils ont des bases là, mais il y a d'autres pays où ils n'ont pas de base. Voilà. Turkménistan. On parlait, n'est-ce pas, notamment Christian Proutot, d'actions commando qui pourraient venir de certains pays, y compris par le Nord.
Non, mais une action commando, c'est pour attaquer un objectif précis avec une mission précise. Là, je ne vois pas ce que peut faire une action commando à partir de ça. Et c'est presque, ça frise l'opération suicide. On ressemble un petit peu à ce qui s'est passé sur Tabas. Je pense qu'il y a des opérations qui sont pas faisables dans des contextes comme celui-là. Et à l'expérience, et pour en avoir fait des opérations, quand vous êtes en pays qui n'est pas un pays ami, je peux vous dire qu'il faut que ça soit rapide, ponctuel, précis au niveau de ce que vous voulez faire. Et là, je ne vois pas quel objectif pourrait ressembler à ça. Surtout si c'est pour transporter 400 kilos de je sais pas trop quoi. Qu'il faut aller chercher. Non, mais ce dessin est complètement irréel. En réalité, on voit bien que ça n'est pas cette carte, c'est pas la représentation d'opérations coup de poing qui viendraient de tous les points indiqués par ces flèches. Non, on dirait, dans l'esprit de Trump ou de la personne qui a fait ce dessin pour lui, eh bien que ce seraient tous ces pays qui encercleraient l'Iran. Or, vous avez les pays du Golfe qui sont malheureusement inopérants, et vous avez le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan. Ces pays ne vont jamais attaquer l'Iran. Et puis, là, les États-Unis n'ont pas de base dans ces pays. Cela étant, une troupe au sol, je vous pose la question à vous, Raphaël Jérusalemi, le général Yakovlev notamment, oui ou non, est-ce que certains, pas les troupes au sol, mais des opérations commando, cette fois-ci, feraient la différence ? Alors, la différence, je ne sais pas. Il y a une liste de cibles bien précises. La plupart de ces cibles vont être frappées, comme d'habitude, par l'aviation. D'autres cibles, peut-être des éliminations ciblées. Il y aura aussi des cibles énergétiques, économiques, iraniennes qui seront ciblées. Pardon, qu'on n'aille pas à pas, ça veut dire que de la même façon qu'au tout début de la guerre, vous avez tué, sur vous l'Israélien, vous avez tué Khamenei. Là, par exemple, Mojtaba est directement visé et les actuels dirigeants, Arakchi, Galibaf, etc. Le chef des gardiens de la Révolution, déjà. Oui, Vahidi. Oui, bien sûr. Ahmad Vahidi. Avec joie et plaisir si nous obtenons le feu vert de la Maison-Blanche. Ces gens-là ne sont vivants que parce qu'on en avait besoin pour négocier. On voit qu'ils sont pas de meilleurs négociateurs que les précédents qui ont été éliminés, donc on peut les éliminer aussi et voir qui se pointe de meilleur pour négocier si jamais. Il faut ne pas oublier un joueur intéressant qui rentre dans la danse, ce sont les Émirats Arabes Unis, c'est MBZ qui aujourd'hui va jouer un rôle à mon avis assez important dans la coalition qui se prépare si jamais l'offensive reprend. Je dis bien si jamais l'offensive reprend, car on attend toujours un signal clair. Alors, de la Maison réaction Blanche, à ce que vous avez dit, réaction du général Yakovlev, notamment sur le fait de tuer les dirigeants, ceux qui sont survivants, et de possibles commandos au sol. Oui, alors j'y vais modestement parce que je n'ai pas été sélectionné pour être chef d'état-major des armées israéliennes, donc je la joue modeste. Je suis quand même frappé que, alors déjà, flinguer des dirigeants, bon. Croire que les suivants seront plus faciles à manœuvrer, c'est aller un peu contre le principe de Darwin. Donc le darwinisme social s'applique à la guerre et plus ça va et plus vous avez les meilleurs, les plus performants et les plus durs. Au contraire, voilà, c'est pas en flinguant tous les méchants que vous arriverez. Il n'y a plus que les gentils. Et puis deuxièmement, je suis quand même frappé quand vous dites que ça serait un élément de changement du jeu suffisant pour changer les choses, l'entrée des Émirats Arabes Unis dans la guerre. Je me dis, les Israéliens, ils doivent quand même avoir un sacré problème pour découvrir que maintenant, l'entrée des Émirats Arabes Unis dans la guerre, avec tout le respect et l'affection que j'ai pour les EAU, équipés entre autres de matériel français et entraînés entre autres par les Français, mais malgré tout, j'ai pas... Avec toute l'affection que j'ai pour eux, je ne crois pas qu'ils soient de nature à changer le sort de cette guerre. Permettez juste une phrase pour aller dans votre sens général. Il y avait dans la presse arabophone aujourd'hui qui disait des Émirats Arabes Unis, ce titre, cette une, ce n'est pas un soutien militaire, c'est une couverture. En parlant des Émirats Arabes Unis, en fait, ce n'est pas un acteur militaire, voilà, c'est une couverture. C'est-à-dire ils ne changeront rien à la donne, même s'ils achètent du matériel français et qu'ils ont de très bonnes relations avec Paris, qu'ils ne pèsent aucun poids, mais que c'est une couverture pour donner une certaine légitimité ou une légitimité additionnelle à cette action. Déclaration de Trump, je vous donne tout de suite la parole, Isaac Barchicha. Trump déclare ce soir à N12, chaîne israélienne, que si l'Iran ne soumet pas une proposition améliorée, nous les frapperons plus durement
durement que jamais. On reste dans cette rhétorique, mais là, avec un certain nombre, évidemment, de plans apparemment. Et moi, pour répondre au général, parce que je vois que vous avez répété à 2 fois cette affection que vous avez, c'est une affection a priori sélective. Je la déplore qu'elle ne soit pas généralisée pour le Moyen-Orient. Et puis, on a dit sur ce plateau, enfin, moi, j'ai pas du tout accepté ce qui a été dit, mais ce qui a été dit, c'est que Bibi était l'influenceur de Trump. On voit bien ce soir, enfin, ce que on le savait depuis le début, que Bibi n'est pas là à tordre le cou à Trump, et que les Israéliens travaillent comme ils le font, en intelligemment avec les Américains. Et puis, vous disiez tout à l'heure, général, mais ils vont faire quoi, les Israéliens, les Américains, en Iran? On voit bien qu'il y a des cibles. Il reste des cibles. Ceux qui pouvaient être crédibles il y a quelques semaines ne le sont plus. Et je pense que c'est aussi source de désordre dans le leadership iranien qui n'existe pas, et qu'aujourd'hui devienne un frein à éventuellement des négociations productives entre les Iraniens et les Américains, donc de facto deviennent des cibles, donc de facto ça va à nouveau déstabiliser le régime pour espérer ouvrir de nouvelles portes. Très rapidement, j'espère m'être trompé complètement et que notre ami Jérusalemi et vous puissiez, vous voyez, sur un plateau dans 3 jours, qu'on dit, vous voyez, ça a marché. Et ce jour-là, je dirais, ok, amen, je ferme ma gueule. Amen à ça. Voilà, on en reparlera dans 3 jours. Ouais. Si on estime que le tweet que vous venez de nous donner, Darius, le plus récent de Donald Trump, c'est sa façon de faire la guerre ou de négocier, en face, il y a les Iraniens, je le rappelle, les Iraniens. Je voudrais juste informer celles et ceux qui nous écoutent que Abbas Araghchi a publié aujourd'hui, je crois ces jours-ci, la 5e édition de son livre, le best-seller, et en Iran, bien sûr, qui s'appelle Le pouvoir de la négociation. Ça vous rappelle pas un petit peu autre chose, l'art du deal, et qui a un chapitre spécifique. Il a fait une update sur la diplomatie sous le feu. Donc voilà, on est vraiment... parce que les Iraniens aussi menacent. On a Donald Trump qui menace, mais les Iraniens aussi disent hier, aujourd'hui, ils répètent, si les Américains attaquent, ils vont devoir se soumettre à nos missiles. Donc on est véritablement dans les 2 domaines, le domaine militaire et le domaine diplomatique, enfin les 2 verbaux de la rhétorique, pas à égalité, mais en tout cas, on se rend coup pour coup. Il y a quand même autre chose, si vous voulez, et Aniva a raison, les Iraniens, si vous voulez, si Donald Trump et ses équipes et les équipiers israéliens se mettent à bombarder l'infrastructure énergétique, ce qu'il faut comprendre, et c'est les signaux qui sont envoyés aujourd'hui par les proxys iraniens, les Iraniens bombarderont l'infrastructure énergétique juste en face. Donc et ils ont montré qu'ils y arrivent, puisque je rappelle, et on va y revenir plus tard. Là, on est sur bombardé nucléaire. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de marche, d'escalade. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de rendre le problème encore plus aigu. On peut parler des centres de désalinisation, on peut parler d'autres objectifs qui seraient criminels, mais qui permettraient d'infliger une douleur non négligeable à l'adversaire, et je pense principalement aux Émirats Arabes Unis, dont les Iraniens ont bien fait comprendre. Alors là, on entre vraiment dans la technique. Que faire effectivement si... Ok, les Américains reprennent les bombardements, on est au 79e jour de guerre, donc on peut donner crédit aux Américains et aux Israéliens que, on verra, la guerre en Ukraine, elle dure 12 ans, si on comme ça. Quoi qu'il en soit, que faire si les Iraniens bombardent en retour les Américains? Alors moi, je veux d'abord remercier Gallagher, parce qu'il a encore fait la catastrophique ce qui se passe entre les 2 pays. Mais là, on voit que l'Iran a indiqué toute une zone, tout un pan d'une région de manière nucléaire. Donc c'est ça aussi le risque qui se joue ici. Mais dans le sens où ils sont capables de dire on va coûte que coûte, de toute façon on n'a plus rien à perdre. On va aller de menacer attaquer et de le faire. Et pour répondre à Anne, ce que vous dites à l'heure coup sur coup, les Iraniens répondent aux Américains, ils ont réussi à faire tomber malheureusement beaucoup de commentateurs, beaucoup de personnalités à l'international, et d'essayer de mettre l'Iran sur le même niveau que les États-Unis ou Israël, alors que ce sont des pays qui, même si parfois on n'est pas tout à fait d'accord avec leur conjugaison du droit international, et oui, mais il y a une certaine démocratie, il y a certaines règles, il y a certaines élections qui sont faites dans ces pays-là et dont on peut Non, mais moi la comparaison, ça m'agace. Non, mais ça veut dire que c'est pas une accusation. Ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai un petit peu assez qu'on soit sans cesse en train de souligner. On est tous d'accord. Alors là, sur ce plateau,
plateau, a souligné la puissance militaire américaine, mais il y a, côté iranien, des réponses. Oui. Les Iraniens ne restent pas sans mot dire, ils ont les millions, alors il y a les réponses, disons, qui nous font sourire, qui sont celles de la communication, puisque je vous rappelle qu'on vit tous dans le monde de la communication. Les Iraniens, oui, savent aussi communiquer, ils le font, ils le prouvent, et puis ils savent aussi envoyer quelques missiles, quelques drones, ils le prouvent également. Pour le moment, on en est là. Tout le monde hausse le ton des deux côtés. 2800, rien que sur les Émirats Arabes Unis. Regardez, de quelle façon alors, Netanyahou pousse à une opération beaucoup plus marquée, et l'Instagram, il faut lire ce qu'il dit exactement, puisqu'il continue à parler ce soir. L'Instagram, je vous rappelle, c'est ce sénateur républicain très engagé auprès de Trump. Il est le partisan des opérations d'intervention depuis très longtemps. Il n'y a rien qui suggère que les personnes aux commandes maintenant soient différentes d'avant. Elles veulent toujours terroriser le monde, détruire Israël et s'en prendre à nous. Et dit-il, donc vous les affaiblissez encore plus. Ce que le président Trump a fait a été incroyable sur le plan militaire. L'infrastructure énergétique est leur point faible. En revenant au combat, j'ai mis l'énergie en tête de liste. Donc il fait partie de ceux qui proposent de détruire les infrastructures. J'appelle à faire mal à ce régime. Faites-leur plus mal, peut-être qu'ils feront un accord. Pour l'instant, je pense qu'ils essaient d'attendre que ça passe et qu'ils jouent à des jeux. Regardez effectivement comment la République islamique arrive à défier les États-Unis. On est là dans le détroit d'Ormuz. La séquence est tout à fait étonnante. On aura besoin de vous, colonel, puisque là on est colonel, commandant. C'est la prise. Aidez-nous à comprendre cette séquence un peu surréaliste. Alors, Sophie Amara pour le côté connaissance de la République islamique d'Iran et commandant Proutot pour le côté opérationnel candidat au GIGN. Il rappelle en corde. Non, mais en réalité, l'Iran et tous ses proxys ont toujours mêlé religion et militaire. Et donc, on a toujours eu le turban et la kalash qui coexistaient parfois en une seule et même personne. Là, c'est comme un peu une bénédiction, comme si vous amenez un aumônier pour faire partir un bateau, ou pour exactement. Et là, chez les soviétiques, il y avait le politrouk. Il y avait le commissaire politique qui suit l'unité. Oui, là, c'est un religieux de seconde catégorie parce qu'il a un turban blanc et qu'il n'a pas le turban noir des Saïd. Il en reste plus. Ils n'ont pas envoyé le meilleur. Ils en ont plus. Donc il y a toujours ils reprennent les remplaçants maintenant. Voilà, et donc ça n'est pas un descendant du prophète, et donc il n'a pas le fameux turban noir. Toujours est-il qu'il est là pour donner une dimension un peu sacrée à cet événement. Commandant Proutot, là on est évidemment c'est de là, tout ça est tourné, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances, mais c'est la démonstration, en tout cas ça c'est le fait que le détroit d'Ormuz il continue à pouvoir une capacité de nuisance considérable. Oui, tout à fait, mais là je pense que c'est avec l'accord de ceux qui ont le bateau, parce que ce genre d'échelle, c'est pas les commandos qui l'ont. Ce genre d'échelle, c'est les échelles qu'il y a sur ces bateaux, justement pour pouvoir manœuvrer, aller acheter de la nourriture, accueillir les bateaux qui leur apportent la nourriture. Donc il y a un vrai consentement. Effectivement, ils avaient peut-être à un moment besoin d'être bénis parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas prié, et on leur a proposé cela. Et du coup, les images permettent de dire, regardez, on est accueillis parce qu'ils ont besoin de parler, s'adresser au prophète. Enfin, c'est un peu dérisoire tout cela. Cela dit, ça montre qu'il y a des gens qui les laissent monter sur leur bateau. On est là, si on revient aux choses sérieuses, on est là à l'urgence au point de vue économique. Tout à l'heure sur ce plateau, Thierry Breton qui parlait du grand danger économique que fait peser sur le monde ce qui se passe là dans le détroit d'Ormuz. Si les Américains et Israéliens, mais là ce sont surtout les Américains, veulent reprendre très vite le contrôle du détroit, quels sont les moyens dont ils peuvent user, Christian Proutot ? Si les Américains très vite veulent reprendre le contrôle militaire cette fois-ci du détroit, est-ce qu'ils le peuvent ? Reprendre le contrôle militaire du détroit, c'est possible, mais faire passer les bateaux s'ils n'ont pas envie de passer, ils passeront pas. Or, le fait qu'ils ne passent pas, c'est les armateurs qui ont la trouille de perdre leurs bateaux. Et tant qu'il y aura cette menace potentielle qui vient de côtes qui sont pas si loin que ça, je pense qu'il n'y a pas un armateur qui dira à ces bateaux de passer. Moi, j'avais une idée toute bête. Si tout le monde se mettait d'accord, on fait passer tous les bateaux en même temps. Là, ça serait plus difficile. Le détroit est trop étroit. À la queue leu-leu. À la queue leu-leu. C'est qui tout le monde bord à bord.
C'est qui les Européens? Non, je parle de tous les bateaux qui sont là. Il y en a 800, je crois. Il y en a plus, je crois. Il y a plus, il y a plus de 2800. Mais question de quand Isaac Bachar. Il ne pourrait pas tirer sur tous, il y en aurait quelques-uns de sacrifiés peut-être, mais ça passerait. Juste réponse à Isaac Bachar quand il vous dit c'est qui tout le monde. Donc, avec les Iraniens aussi, il faut s'entendre. Ah non, pas du tout. Ah ben non. Si les Iraniens, on s'entendait avec eux, on ne serait pas là en train de discuter, ils seraient d'accord pour les laisser passer. Vous pensez à qui alors? Pour forcer le barrage, il faudrait dire à tous ces gens qui en ont marre d'être là, allez, on y va, on verra bien ce qui se passe. De tenter le diable, vous voulez dire, c'est-à-dire de passer sans attendre l'accord des Iraniens et de voir si ça passe ou pas. En prenant le risque de voir un ou deux navires sacrifiés. C'est ce que j'ai dit par rapport aux armateurs, qui fait que si ça passe pas, c'est simplement c'est la trouille là, c'est de perdre des bateaux, parce que il n'y a pas de raison militaire. Non mais la démonstration, même pour Isaac, que les Américains ne peuvent pas dégager le détroit d'Ormuz, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Parce que s'ils avaient pu le faire, je vois pas pourquoi Trump se serait privé d'une victoire militaire. Il adore ça, c'est son truc. Donc s'il avait eu une solution militaire, on l'aurait déjà vu. Et il ne serait pas en train de nous faire marner là tous à minuit pour voir s'il va frapper ou pas. Vous voyez, il l'aurait déjà fait et il se vanterait de sa victoire et ça serait plié. Voilà, donc la démonstration qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Point. Et passons juste, je vous donne tout de suite la parole, mais regardez l'image que nous avons de Washington. C'est à Washington, sauf erreur. C'est cette grande journée nationale de prière. Voilà, le président des États-Unis qui, avec Pete Hegseth notamment, Rubio s'exprime. Vous savez que Rubio est un chrétien très engagé. A fait une longue vidéo où il parle des sources bibliques de leur action. Voilà, là, on est dans un moment où les États-Unis, le président des États-Unis lui-même dit: nous allons faire la guerre de manière renforcée si les Iraniens ne cèdent pas tout, et simultanément, action de prière. Il y a toute une mise en scène de ce qui va être fait ces prochains jours ou heures. C'est intéressant la séquence, parce qu'on voit que de part et d'autre, tout cela est nimbé de religion, alors que côté iranien comme côté américain. Mais ce qui est extrêmement dangereux, parce que ce n'est pas du tout une guerre religieuse, il faut insister là-dessus. Mais pour en revenir, si vous voulez, au propos du général Yakovlev sur le détroit d'Ormuz, là pour le coup, je pense pas. On peut facilement deviner que ça, c'est un scénario auquel les militaires et les conseillers qui entourent le président Trump lui disent: désolé, monsieur le président, ça n'est pas possible. Rappelez-vous que le projet Liberté, qui avait été annoncé par Donald Trump, consistait à escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz. Ça a été suspendu au bout de 24 heures, soi-disant parce que les Saoudiens notamment, mais pas seulement, d'autres nations golfiques s'y étaient opposées. Et ensuite, selon la presse, elles avaient finalement donné leur feu vert et avalisé. Et ça n'a finalement pas repris. C'est bien que ça n'est juste, encore une fois, pas possible. Ce qui est très intéressant, j'en termine par là, c'est que le détroit d'Ormuz, en plus d'être une arme économique et diplomatique, c'est une arme informationnelle. Tout le temps que nous passons à parler du détroit d'Ormuz est du temps que nous ne passons pas à parler du régime, à parler du nucléaire, à parler du missile balistique, à parler des drones, à parler des proxys. C'est ça aussi que les Iraniens ont compris. C'est la raison pour laquelle ils nous abreuvent, comme les Américains avec les KC-135 et les B-2 et les munitions, etc. Les Iraniens envoient tous les jours des équipes filmer des gens avec des turbans, sans turbans, qui montent, qui descendent des tankers sur des navettes, ils font des directs, etc. devant le détroit d'Ormuz, parce qu'ils ont compris qu'ils concentraient l'attention du monde sur ce petit chenal qu'ils maîtrisent. Oui, ce petit chenal, mais c'est une prouesse côté iranien d'avoir finalement déplacé le centre de cette guerre. La guerre était censée se dérouler en Iran, sur le territoire iranien. Or, elle ne se déroule pas là. Elle se déroule dans une proximité géographique que personne ne peut modifier, dans laquelle, dans ce détroit d'Ormuz, d'ailleurs, les Iraniens n'étaient pas auparavant, ils n'avaient pas ce pouvoir. Oui. Étant donné que cette guerre leur a donné la possibilité de montrer qu'ils avaient maintenant ce levier, cela a amené finalement Donald Trump dans cette espèce de piège qui est celui du détroit d'Ormuz, et qui n'est pas une véritable guerre, mais un contre-blocus d'avoir voulu, parce que les Iraniens avaient conçu le leur, établir le sien, Donald Trump, et il se trouve maintenant dans ce bras de fer à Ormuz, qui finalement l'empêche peut-être presque de terminer l'affaire
En Iran même. Mettons toutes les hypothèses sur la table. Il y a l'hypothèse action des détroit d'Ormuz. Il y a l'hypothèse commando au sol sur le nucléaire. L'hypothèse, elle est assez probable, ce que vous disiez du double trou. Il n'y en a plus. Il n'y a plus. Alors bon, en tout cas, on va rebombarder encore sur GBU, il n'y en a plus. Voilà. Enfin, s'il y a quelques GBU encore quand même. Ah, mais oui, peut-être 57. Est-ce qu'il y a aussi l'hypothèse de, on a toujours, rappelez-vous, faut toujours voir qui est-ce qui dit la folie, c'est répéter toujours le même. Einstein. Voilà. Là, on a toujours sous-estimé Trump. Depuis le début, on dit toujours il le fera pas. Et en réalité, 28 février, il l'a fait. Et à chaque fois, est-ce qu'il est possible qu'il soit prêt à s'engager dans une guerre de plus grande ampleur, puisque c'est ce qui semble ressortir. Il semble prêt à pousser même les Émirats Arabes Unis à entrer dans l'affaire, c'est-à-dire il se dit on y est, il faut redessiner tout le Proche-Orient, comme les Israéliens le pensent. Isaac Barchicha, est-ce que c'est possible ? Oui. Je pense que Trump, c'est possible pour plusieurs raisons. D'abord, il veut marquer les esprits. Il veut être le président qui a changé le monde, à tort ou à raison. Mais en tout cas, il veut être celui qui marquera toute une région. Les Émirats Arabes Unis, d'une certaine manière, tous les pays du Moyen-Orient sont, même si on critique par rapport à la relation qu'ils ont avec les États-Unis, et on le voit, les bases militaires qui sont censées être un gage de protection, ont quand même une proximité avec les Américains et de Trump, plus que peut-être avec d'autres présidents. Mais ça veut dire, mener une grande guerre, c'est-à-dire mener une grande guerre où on redessine le Proche-Orient, c'est possible. Si c'est nécessaire, d'après Trump, et c'est indispensable, oui, il le fera. C'est intéressant, c'est très important ce qu'on dit, parce que si c'est le cas, tous les commentateurs qui systématiquement ont dit mais non, il n'osera pas, ils cherchent une porte de sortie, se seraient trompés. L'hypothèse existe. Non, l'hypothèse n'existe pas. Il n'a pas les moyens, point. C'est tout. Il n'a pas les moyens de rouvrir Hormuz, il n'a pas les moyens d'imposer de vive force aux Iraniens, sauf miracle, il n'a pas les moyens Voilà, c'est tout, il n'a pas les moyens. Donc, on peut émettre toutes les hypothèses qu'on veut. Il n'a pas les moyens, voilà. Ce qui veut dire que c'est le régime iranien qui va finir par le redessiner sur le Proche-Orient. Parce que s'il en ressort, c'est ce que redoute Israël, vivant et renforcé, tout le monde va tirer des leçons. Et le réalignement qui va se produire ne sera sans doute pas à la faveur de nos intérêts. C'est pour ça que les Européens sont en colère aussi contre les Américains et les Israéliens. C'est-à-dire que cette solution n'en est pas une. Et donc, plutôt que d'avoir l'humilité que commande la reconnaissance, si vous voulez, ou inspirée par l'échec, et de dire, bon, très bien, on a essayé le militaire, 13 500 cibles, 18 000 bombes pendant 67 jours déposées, toute la banque de cibles épuisée, ils sont encore là. Si on regarde le temps long, faut toujours se méfier, parce que ça, on tombe dans le commentaire de Bistro parfois, enfin, de fait, si on regarde le temps long, quand vous regardez la carte du Proche-Orient, souvent on a dit, vous avez vu, les Américains se plantent. Malgré tout, l'Iran est le dernier verrou. C'est-à-dire que constamment, l'influence américaine sur 25 ans, sur une génération, a plutôt cru, elle a plutôt augmenté. Et ce qui s'est passé, Irak. C'est un échec total, l'Irak. Un échec. Ils sont quand même plus présents qu'à l'époque de Saddam Hussein. Non, mais l'Afghanistan en Irak. Syrie. Le djihadiste qui gouverne maintenant la Syrie, alors il est djihadiste, mais enfin, il est plutôt soumis aux volontés américaines, relativement, et turc. Enfin, il est vendu à plusieurs. Et il est bien vendu. Non, bien sûr. En réalité, le dernier verrou, c'est l'Iran. Les États-Unis d'Amérique, ils ont plutôt progressé. Et l'Iran, c'est la genèse de beaucoup de problèmes dans la région, beaucoup de terrorisme dans le monde. Je rappelle encore les intérêts français, dont on veut encore une fois nous faire oublier que c'est une vraie menace, pas uniquement pour les pays voisins à l'Iran, mais pour l'Europe. Et que aujourd'hui, les Américains ont enfin mis le doigt sur un vrai sujet qui aurait été un problème dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et voire beaucoup plus grave si on avait laissé l'Iran finir le job avec l'uranium, enrichir l'uranium, où là, on n'aurait plus rien de quoi discuter ou de négocier avec eux. Et c'est pour ça que c'est un moment critique aujourd'hui où tout se joue. Et je rappelle que les détroit d'Ormuz, certes, c'est un sujet pour le monde entier, mais ceux qui sont le plus impactés, c'est la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. Les Américains sont moins impactés. C'est peut-être aussi pour ça, mon cher général, que les Américains sont moins pressés de débloquer militairement ce détroit, parce qu'on peut-être qu'il est miné, parce que les assureurs des armateurs ne veulent pas y aller, parce qu'il y a un trop grand risque, etc., etc. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a dit aux autres pays, dont je rappelle, l'Élysée avait dit une initiative il y a 1 mois et demi pour débloquer le détroit d'Ormuz, dont on attend toujours ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, il est là, il est bloqué, et seuls les Américains peuvent éventuellement faire quelque chose. Mon général. Si on regarde le temps long, l'Amérique a perdu cette guerre. Je ne m'en réjouis pas, mais ils ont
perdu. Voilà. Donc si on regarde le temps long, c'est les Chinois qui débloqueront la situation. Absolument. Je suis convaincu que c'est Xi Jinping qui sortira Trump de la merde pour trouver une solution qui soit acceptable à tous et pour lui sauver la face. Bon. Et les Iraniens seront féroces. Voilà. Ils feront payer. Parce que là, ils ont beaucoup souffert. Ouais. Ils le feront payer. Et toute la région du Golfe Persique va se reconfigurer stratégiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner l'Amérique, mais l'Amérique ne sera plus leur tuteur. Il va falloir qu'ils se reconfigurent profondément. Et pour conclure... les Iraniens auront rétabli leur dissuasion face à l'Amérique, parce que, comme je le dis depuis le début, dans les 30 ans à venir, il n'y a pas un président des États-Unis qui pourra dire « Les gars, j'ai une idée géniale, Epic Fury 2, le retour, on recommence ». C'est fini. Les Iraniens, dès aujourd'hui, ont rétabli leur dissuasion, pas nucléaire, leur dissuasion stratégique. Général, la guerre n'est pas finie, l'opération n'est pas finie. On est à 2 mois et demi, bientôt 3 mois d'une opération qui a passé son temps. Acte 1, opération militaire. Acte 2, cessez-le-feu. Donc on est à peu près un partout. On va voir ce que ça va donner le 3e round. Général Yakovlev, de toute façon, vous imaginez Israël s'arrêter en chemin, indépendamment de ce que fera Trump. Est-ce qu'Israël, là où ils en sont, c'est-à-dire après tous les fronts qu'ils ont ouverts, vous disiez quoi, 7 fronts peut-être ? Oui, 7 fronts. Ouais, est-ce que vous croyez qu'ils vont s'arrêter à un moment donné en disant... Mais ils peuvent pas tenir. Mais s'ils veulent perdre une autre guerre, ils peuvent le faire aussi. Hein. Ils veulent participer, ils veulent couler avec Trump, ils ont qu'à y aller. Ouais. Non, ils veulent la paix, c'est tout. Ils veulent la paix avec leurs voisins. Non, ils veulent pas la paix. Regardez ce qu'ils font au Liban, ça s'appelle pas vouloir la paix, ça. Ils arrêtent de torturer l'Iran. Que la France et les autres pays aident le Liban à se débarrasser du Hezbollah. Et comme ça, mon cher général, tout le monde sera content. C'est trop facile de créer un problème et de dire ils n'ont jamais créé un problème. Pourquoi ? C'est Israël qui a créé le Hezbollah. C'est trop facile. Mais non, le Hezbollah est né malgré le gouvernement locaux. Il s'est renforcé ces 30 ou 40 dernières années. Je rappelle qu'il y a la FINUL, dont beaucoup de militaires français font partie, et qui était l'une des garanties, c'était qu'il n'y avait pas d'attaque militaire. Pourquoi les Israéliens ont tué des gens de la FINUL ? Mais général, qui a attaqué ? Mais qui a attaqué ? Mais vous rigolez ? La FINUL a attaqué. Attendez, vous rigolez ? Mais vous dites des bêtises. Qui a tué des militaires de la FINUL ? C'est le Hezbollah. Le Hezbollah. Non, le Hezbollah. Mais attendez. Est-ce que la FINUL a fait son job ? Elle avait promis d'être une force militaire pour garantir le calme dans la région. Depuis le 8 octobre, depuis le 8 octobre 2023 et depuis le 1er mars 2026, le Hezbollah n'a fait qu'attaquer. À un moment donné, si Israël a les mesures, a la capacité de répondre avec force, elle est dans son droit le plus légitime. À ce moment-là, le Hezbollah ne devait pas attaquer plus grand qu'elle. On va pas faire indépendamment du retour en arrière. Ce qui se passe maintenant, quand on voit les bombardements qui sont opérés par Israël au sud du Liban actuellement, dites un mot de ça. C'est-à-dire que c'est une des indications de la guerre globale qu'Israël mène, et Israël sans doute ne voudra pas s'arrêter là. C'est ce que j'appelle l'invention israélienne du nouveau concept qui est le cessez-le-feu unilatéral. Les autres, en gros, respectent le cessez-le-feu, et moi, je ne le respecte pas. Quand il y a 2500 morts d'un côté et en gros 0 de l'autre, je dis qui attaque qui ? En gros, c'est quand on envoie quelque chose. Le Hezbollah envoie attaque Israël. Alors vous avez dit 3. Quand est-ce que le Hezbollah attaque Israël là récemment ? Je ne fais que vous citer. Au lendemain du cessez-le-feu qu'il y a eu il y a à peu près 2-3 semaines, le Hezbollah a envoyé 3 missiles sur Israël et Israël n'a fait que répondre. Alors si maintenant elle répond avec les proportions et les ressources dont elle a, il fallait pas s'attaquer à plus gros que soi. Mais à un moment donné, novembre 24 n'a pas été respecté par Israël. Vous allez me sortir aussi 1918 comme vous l'avez fait tout à l'heure. Revenons. Je vous parle aujourd'hui, général. S'il vous plaît. En tout cas, le Liban et Israël sont à un moment donné où ils sont au plus proche d'une paix ou d'un cessez-le-feu permanent. C'est ça qu'il faut retenir. C'est aussi ça qu'il faut retenir. Vraiment, ce qui se passe maintenant, arrêtons le retour en arrière. Est-ce qu'on est dans un moment où l'ensemble du Proche-Orient entre dans une guerre encore plus étendue, puisqu'il y a tous les fronts ouverts par Israël? Là, sont les images du Liban. Dites un mot de ça aussi, Sophia Mrak, qu'on comprenne bien ce qui se passe là, en ce moment, au Liban. Oui, au Liban, il se passe une opération qui consiste à pousser vers le nord du pays, de la part de Tsahal, sur un territoire qui appartient au Liban, de pousser la ligne jaune et en réalité de rendre toute cette bande de territoire inhabitable.